Bonsoir, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Grand Prix, merci d'être avec nous, il fait chaud sur la route du Tour de France, et pas que, parce qu'autant vous dire que nous sommes tous les trois en âge, mais vous verrez, on va quand même bien s'abuser ce soir comme d'habitude, retour sur le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, et sur un sprint, mesdames et messieurs, un sprint, rendez-vous compte, si c'est pas génial, ça on va pouvoir en parler pendant au moins 2h45, et ce sera vraiment super chouette. Ah, il semblerait que ce n'était pas prévu. On n'avait pas prévu cette durée-là. Visiblement, c'est une réalité alternative qui n'était pas prévisible au sein de l'équipe de Grand Prix. Non, mais nous allons évidemment revenir sur la victoire de Charles Leclerc. Enfin, quoique, c'est un peu l'école des fans ce soir. On va revenir sur les victoires de Max Verstappen et de Charles Leclerc. Tout le monde a gagné, sauf Carlos Sainz, vous me direz. Bien évidemment, parce que le pauvre, là, ça n'a pas été très simple pour lui. Oh, on peut dire qu'il a eu chaud. Je m'arsouine déjà. Je n'en peux plus. À mes côtés, pour revenir sur ce Grand Prix d'Autriche, l'ami Alex, comment ça va ? Ça va bien, on a chaud, mais effectivement, on va mieux et on a moins chaud que le moteur de Carlos Sainz. Feu le moteur de Carlos Sainz, c'est qu'à de dire. Il faut le moteur, effectivement, là c'est tout à fait adapté. Manu est également avec nous, et Manu est évidemment ravi du choix de polo aujourd'hui d'Alex. Bien entendu, il est tout rouge, c'est merveilleux. Comment ça va ? Ça va, salut à tous. Effectivement, ça a été un week-end plus ou moins chaud selon les équipes et selon les voitures, mais c'était fort intéressant avec finalement une physionomie inversée entre le samedi et le dimanche. Donc ça laisse peut-être espérer une deuxième partie de saison très disputée. Ouais, on va voir, on va l'espérer, bien évidemment. Oui, vous l'aurez peut-être remarqué, oui, c'est une vanne de Racing Café que j'ai faite ici à Manu, bien évidemment. C'est donc ça, ce qu'on appelle le multiverse, peut-être. Écoutez, c'est un nouvel arc narratif. Voilà, écoutez, oui, bon, c'était mon arc. Hein. J'ai beaucoup aimé un tweet qui me disait qu'il y avait beaucoup d'arcs dans Racing Café, mais très peu de flèches finalement. Et c'est pas si faux que ça. Bien sûr, Sainz est en feu ce week-end. Allez-y le chat, hein, c'est parti, c'est vos 5 minutes. Hein. C'est les 5 minutes de blague sur Carlos Sainz et son moteur en feu, on peut y aller. Hein, vraiment, il est fan de Johnny Hallyday, tout ça. Faites ce que vous voulez, hein, vraiment, faites-vous plaisir. Bien évidemment, Zéro qui le dit bonsoir, je vous imaginais la dissonance cognitive de Michael ce week-end. C'est une Alpine qui a gagné, mais pas celle qu'il aurait voulu. Écoute, Alpine gagne, c'est bien. Mais effectivement, honnêtement, on en parlera tout à l'heure, mais il y a de quoi quand même être satisfait à bien des égards pour Alpine en F1 aussi ce week-end, sur ces jolies petites performances qui ont été faites par Esteban Ocon notamment. Bon, alors, évidemment, il y a eu un sprint, donc on a envie de vous en parler, mais on va quand même rester sur notre schéma habituel qui est de vous faire le zéro du Grand Prix dans l'ordre d'arrivée des équipes, hein, bien évidemment, mais donc l'ordre d'arrivée dimanche. Donc on va quand même commencer par Ferrari. Deux semaines de suite, hein, qu'on va commencer par Ferrari. Deuxième victoire consécutive pour la Scuderia. Cette fois-ci, c'est Charles Leclerc qui s'impose. Première fois depuis l'Australie que le Monégasque réussit à gagner. Et je dois avouer, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça faisait quand même plaisir, dans l'optique lutte pour le championnat, de voir que c'était finalement Ferrari peut-être qui avait la meilleure voiture ce week-end, qui avait vraiment de la performance, et que c'est Ferrari qui a pu vraiment mettre le rythme en termes de stratégie et aller chasser Verstappen avec une stratégie plus agressive, Manu. Bah oui, tout à fait. Après on peut, alors j'allais directement aborder le sprint. On peut regretter que Ferrari n'ait pas joué son propre jeu dans le sprint et que finalement on ait vu une lutte un peu limite entre Leclerc et Sainz, sans laquelle Leclerc aurait probablement pu aller chercher Verstappen aussi, peut-être sur la fin du sprint, puisqu'en fait il avait prévu d'économiser ses gommes pour ensuite aller le chercher. Donc ça n'a pas pu se faire et finalement on peut penser qu'il aurait presque pu gagner le sprint aussi. Mais c'est pas grave, ça nous a permis d'avoir une belle course avec notamment 3 dépassements de Leclerc sur Verstappen. Donc c'est un peu ce qu'on appelle tourner autour. Effectivement, c'est la première fois depuis pas mal de Grands Prix qu'on voit une Ferrari plus rapide que la Red Bull en rythme de course, c'est-à-dire meilleure sur la gestion des pneus et plus rapide tout au long des relais, ce qui est super important. Ce qui veut dire que les évos de Silverstone ont fonctionné. Il n'y a pas trop eu l'occasion de voir vraiment un vrai duel entre les deux. À Silverstone, c'est un peu plus complexe que ça au niveau de la course. Là, on a pu voir vraiment un duel légèrement décalé, mais duel quand même. Effectivement, la Ferrari était très très rapide. Plus qu'elle ne l'a été finalement en course à chaque fois qu'il y avait eu des luttes entre Verstappen et Leclerc. Donc c'est encourageant pour la suite de la saison, d'autant qu'on a passé le cap de la mi-saison et qu'il n'y a entre guillemets que 38 points d'écart entre les deux. Donc finalement Leclerc, malgré le fait qu'il n'ait pas gagné depuis 3 mois, hein, c'était 3 mois jour pour jour depuis sa dernière victoire, a limité la casse. Alors limiter la casse, c'est bien grand mot, puisqu'il avait 30 et quelques points d'avance, 36 je crois, au plus qu'il ait eu. Mais bon, au moins la saison n'est pas pliée comme on a pu le dire. Et par contre, Ferrari va devoir effectivement maintenir ce rythme et résoudre les quelques problèmes de fiabilité, puisque comme on l'a vu chez Sainz, mais aussi chez Leclerc, il y a pas mal de problèmes, puisque Leclerc avait un accélérateur défaillant qui lui laissait
entre 20 et 30% d'accélérateur dans les virages lents, ce qui est quand même assez handicapant, et ce qui aurait pu finir par un accélérateur bloqué qui l'aurait envoyé dans le décor. Donc, ça sort bien, et puis, il a très très bien géré cette fin de course avec une voiture un peu en difficulté. Il aurait valdingué dans les barrières, bien évidemment. Alex, ton avis sur cette Oui, prestation? sur Ferrari, il y a deux éléments qui étaient vraiment très rassurants et pas surprenants, et deux éléments qui étaient vraiment inquiétants et pas non plus très surprenants venant de Ferrari. Alors, si on prend les éléments qui étaient rassurants mais pas surprenants, c'est d'abord effectivement le rythme de cette Ferrari. On était presque surpris, mine de rien, de voir la Ferrari reprendre le dessus en rythme de course et autant être à l'aise sur les gommes, parce que c'était effectivement pas le cas lors des précédents Grands Prix. On a vu Leclerc et Sainz, enfin plus peut-être Leclerc en course, très à l'aise. Si bien que Red Bull a tenté une stratégie décalée en s'arrêtant 13 tours plus tôt, puis voilà, et donc il y avait à chaque fois un décalage stratégique de 13 tours entre les deux monoplaces. Mais on se disait que, alors c'était peut-être bien tenté de la part de Red Bull, mais on se disait que surtout avec seulement une voiture, quelle que soit la stratégie que Red Bull allait tenter, avec une différence qui était telle sur la performance, Ferrari allait gagner. Alors on pourra s'interroger sur est-ce que c'est pas aussi Red Bull qui s'est raté dans le réglage, etc. Mais voilà, ça c'était le premier élément rassurant, cette Ferrari bonne en vitesse, bonne en gomme, donc tout allait bien de ce côté. L'autre élément rassurant, là, c'est plutôt le pilote, c'est quand même Leclerc. Il faudrait souligner son sang-froid en course. Il a tout de même dépassé 3 fois Max Verstappen sans faire le moindre impair. Alors, certes, il y a 2 fois où il y avait un avantage pneumatique et très, très clair, mais bon, il faut quand même le réussir. Et ensuite, donc, le premier dépassement qui était lui à la régulière, même par Ocon, je crois, qui lui a repris un tour, je ne sais plus, à un moment donné. Donc, il fallait avoir ce sang-froid aussi avec la pédale d'accélérateur. Alors, on ne sait pas à quel point vraiment c'était l'étendue, tous les détails du problème, mais en tant que Leclerc, c'est pas quelqu'un à se plaindre pour faire semblant. Donc, alors sans parler de la victoire, certains ont même fait cette comparative, Senna, la boîte de vitesse, etc. au Brésil quand il a gagné au bout de sa vie. Là, on ne sait pas vraiment, mais on devait s'imaginer que ça ne devait pas être facile à gérer, plus effectivement de stress. Nous-mêmes, on était stressés peut-être derrière notre écran, rien que par le fait de ne pas voir une Ferrari foncer dans le mur. Alors, il faut s'imaginer lui-même. Donc, bravo pour ce sang-froid. Donc, ça, ce sont les deux éléments rassurants et pas surprenants pour Ferrari. Et du côté des deux éléments qui sont inquiétants et là encore pas surprenants, c'est évidemment toutes les mauvaises nouvelles. Alors on va en parler, c'est la fiabilité. C'est très bien de gagner une course, mais Leclerc sur ce week-end n'a repris que 5 points en comptant le sprint de Verstappen et le meilleur tour sur Verstappen. 5 points, donc il faudrait à peu près 7-8 courses à ce rythme pour revenir à égalité. Quand on sait que le moteur Ferrari explose une course sur 3, voilà, ça ne va pas le faire. Donc on et le problème, c'est la fiabilité. C'est que c'est chaque fois un problème différent. Ou alors c'est peut-être là le même problème que Bakou, mais chez Sainz c'était les freins. Là on a vu la pédale accélérateur, ça n'allait pas. Alors il y a toujours un problème différent. Alors une F1, on avait fait un article sur la chaîne, c'est 15 000 pièces. Donc ça laisse 15 000 problèmes différents à trouver pour Ferrari. Donc il y a de quoi faire plusieurs saisons, même avec des saisons à 5 000 Grands Prix, il faudrait 3 saisons. Enfin, c'est le rêve de alors, par contre, je vous préviens, on fait pas 5000 émissions. Là, nous, on suivra pas. C'est beaucoup. 14 films par jour. Ouais. 20 minutes, c'est jouable. Ça peut rentrer, je pense. Ça, c'est le premier élément qui est pas rassurant et qui est pas inquiétant chez Ferrari, la fiabilité. Et le deuxième élément qui est pas très rassurant non plus, ni un peu inquiétant, c'est, là, on parle plutôt du sprint, c'est des consignes de course entre Sainz et Leclerc où il y avait quand même un scénario où les deux se rentraient dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont perdu du temps à se neutraliser, alors même qu'il y avait des stratégies différentes, parce que Leclerc, c'est vrai que Sainz semblait plus rapide en début de sprint, mais Leclerc économisait ses médiums pour aller attaquer en fin de relais. Et on l'a vu d'ailleurs qu'il y avait un écart de performance qui se créait. Et voilà, résultat des courses, on a perdu plusieurs secondes, et pour l'instant, Verstappen dit très bien, laissez-nous gagner. Donc voilà. En fait, c'était du Ferrari tel qu'on la connaissait depuis le début de saison. C'est pour ça que je pense que c'est à la fois rassurant mais inquiétant, parce que même quand Ferrari gagne, on stresse. Et c'est ça le problème. Ouais, et je rajouterai un élément à ça. Il y a la stratégie du fait que quand Verstappen a switché en 2 arrêts, ils sont tous les deux restés en un arrêt. Donc ça s'est très bien terminé pour eux, et tant mieux. Mais s'il y avait eu une safety car au moment où il y a eu un drapeau jaune, s'il y avait eu une safety car à ce moment-là et que Verstappen pouvait faire son deuxième arrêt sous safety car, Ferrari perdait le Grand Prix. En tout cas, avait été beaucoup plus en difficulté pour la suite du Grand Prix. Donc, effectivement, ça montre que même leurs victoires ne sont pas assurées, ou en tout cas sont un petit peu dangereuses, on va dire. Et
Après, pour le problème de Leclerc, effectivement, les données télémétriques sont vraiment claires. On voit bien que justement la pédale d'accélérateur ne revient pas à zéro. Donc ça, c'est très clair par rapport à celle de Verstappen. Et puis, effectivement, ouais, le souci, c'est la diversité des pannes, puisqu'il y a un coup à moteur, un coup des freins. Même Verstappen, Leclerc a dit qu'il avait des problèmes de downshift, donc de descente des rapports, ce qui est assez inquiétant, en fait, pour la suite, parce que est-ce qu'une boîte de vitesse va lâcher? Est-ce que, comme tu dis, ça fait beaucoup de pannes possibles, et c'est vrai que la Ferrari a l'air de manquer globalement de fiabilité. Donc, on peut se rassurer sur le fait que ça fait... il y a un peu moins de pannes ce week-end sur les moteurs Ferrari globalement que les courses d'avant, parce que mine de rien, les clients ont été moins sujets à des pannes. Mais c'est vrai que... Et surtout, la performance des moteurs Ferrari était vraiment très très bonne chez les 3 équipes. Mais effectivement, c'est vrai que ça demandera un peu plus de solidité sur les victoires, même si, encore une fois, on ne peut pas remettre en cause Leclerc, qui tout simplement, lui, est une machine à tourner rapidement. C'est vraiment... Enfin, tout le temps, en fait, dans tous les Grands Prix. Tous les Grands Prix qu'il a perdus récemment et celui qu'il a gagné, il tourne comme une horloge et sans faire d'erreur, sans faire d'impair ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, c'est l'élément, je dirais, c'est vraiment le taulier chez Ferrari, l'élément rassurant pour eux. C'est que s'ils arrivent à mettre tout bout à bout de leur côté de l'équipe, Leclerc sera toujours là pour exploiter la voiture au maximum et lui donner le résultat qu'elle mérite. Donc, encore une fois, là, on est à 37 points d'écart. Il y en avait 11 avant ce week-end. Donc, entre Leclerc et Sainz. Donc, ça montre que c'est plus l'heure pour moi, c'est plus l'heure à la complaisance. Il faut des consignes. Il faut clairement faire de Sainz un numéro 2. Il a eu 50 points de retard. Il est revenu grâce au fait de course. Il se reprend directement 26 points ce week-end, 27. Au bout d'un 26. Au bout d'un moment, on ne peut pas non plus faire la charité, selon moi. C'est bien ce que fait Sainz, mais il mérite quand même pas d'être au niveau de Leclerc. En tout cas, il ne mérite pas d'être traité pareil dans le sens où Ferrari aura besoin d'optimiser chaque résultat pour Charles Leclerc à ce moment de la saison. Là, on arrive dans la deuxième moitié. C'est plus le moment où on peut dire c'est encore tôt pour des consignes. La deuxième moitié, c'est déjà le début du Money Time, c'est déjà le début du moment où ça va se jouer. Donc, si Ferrari continue à jouer à ce jeu, là, ça va, c'était un sprint, donc ça fait perdre qu'un point. Mais, enfin 2 du coup, puisque Verstappen en gagne un de plus et Leclerc un de moins. Mais c'est pas dramatique. Mais si ça arrive en course où Verstappen fait 25 et Leclerc 18 et 25, ça fait 14 points immédiatement rendus à l'adversaire. Donc, pour moi, maintenant, c'est quoi qu'en dise Binotto, parce qu'il a encore dit ce week-end qu'il n'y aurait pas de consigne et qu'il n'y avait pas de souci là-dessus et qu'il laissait ses pilotes libres de se battre. S'ils font ça, ils perdront le titre à cause de ça. Aujourd'hui, c'est vraiment le gros problème, en tout cas, chez Ferrari, c'est qu'on ne désigne pas de leader alors qu'il y en a un incontesté sur la piste. Et ça, on en revient chaque semaine au même problème. C'est pas compréhensible. Je tiens à remercier Electroaten dans le chat qui s'est abonné. Merci beaucoup et qui nous dit première fois que je peux vous suivre en live en dehors des rediffs. Un vrai plaisir de vous écouter chaque semaine. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On nous dit quand même que voilà, il y a aussi eu Bottas et Magnussen qui ont eu des problèmes de moteur. Bottas qui a fait un turbo lors du sprint, bien évidemment. Et c'est vrai, le point peut-être rassurant pour la boîte de vitesse, c'est que forcément avec 20% d'accélérateur toujours engagé, la boîte peut moins vouloir justement rétrograder. Le régime moteur, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas forcément, en gros les Formule 1 et beaucoup d'autres voitures de course sont munis d'un système en fait qui vous empêche de rétrograder si le régime moteur est un peu trop haut, pour éviter de faire des pataboum spectaculaires certes, mais très coûteux dans une période de plafond budgétaire. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal de ce point de vue-là. Alors, j'ai beaucoup aimé, Alexandre, dans ton analyse, quand tu parlais du fait que, en gros, que Red Bull ne pouvait pas vraiment gagner une fois qu'on était passé avec les premiers arrêts, ce genre de choses. C'est quelque chose que j'ai l'impression que c'est vraiment depuis l'an dernier, voire peut-être il y a 2 ans, avec cette nouvelle ère, on va dire, des pneus Pirelli qui se dégradent, pas avec un énorme effondrement, mais de manière assez linéaire. J'ai cette sensation quand même que très régulièrement, t'as toujours une voiture qui va être comme ça aux avant-postes, mais qui va être piégée par la stratégie, entre guillemets, ou en tout cas qui n'aura pas vraiment de chance. Et là, c'était un petit peu Verstappen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait son arrêt très tôt, il faut ensuite des événements favorables pour qu'il puisse aller gagner. Mais effectivement, même avec le fait que la Ferrari reparte derrière, tu sais très bien qu'avec la différence de rythme, Leclerc va pouvoir passer. Donc, mais Michael, pourquoi tu es sceptique et douteux sur le stratège en chef de Ferrari? Je ne comprends pas. Jamais. Non, je tiens à dire qu'ils font un travail exemplaire. On l'a vu à Silverstone. On l'a vu, ils ont été très bons. Mais voilà, c'est-à-dire que
En fait, quand Red Bull le fait, je me dis voilà, bon, ils gèrent. Mais en fait, quand c'est Ferrari qui le fait, j'ai l'impression qu'ils ont juste du bol et qu'ils tombent sur la course où on a tiré du chapeau, c'est vous qui aurez l'avantage stratégique par rapport à Red Bull. Stratégiquement, il n'y avait qu'une Red Bull, hein, parce que mais c'est aussi Perez qui a perdu gros au championnat et voilà, il pouvait. Mais on sentait Verstappen qui n'était pas à l'aise, même avec les gommes. Voilà. Pas un week-end extraordinaire. Ça, je trouve que l'an dernier, déjà, Red Bull avait cette faculté face à Mercedes de toujours paraître un peu plus débrouillard sur les stratégies. Je trouve qu'ils ont piégé plusieurs fois Mercedes l'an dernier. Et en fait, c'est une des grosses forces de Red Bull. Ils ont des stratèges qui sont vraiment très très bons. Et ils sont très souvent dans les bonnes fenêtres pneumatiques au bon moment. Là, ça n'a pas été le cas. Mais ils peuvent se rassurer sur le fait que la stratégie manquée n'a pas changé grand-chose. Puisque de toute façon, à tour égal et à dégradation de pneus égale, la Ferrari est toujours plus rapide. C'est-à-dire que Verstappen améliorait ses meilleurs tours, mais quand Leclerc remettait des pneus neufs, il faisait mieux que ce qu'avait fait Verstappen peu avant. Et là, au bout d'un moment, la piste n'évolue plus tant que ça. Donc, alors oui, il y avait le décalage un peu de carburant, mais ça, pour moi, c'est pas la différence. Enfin, Leclerc avait une meilleure durée de vie sur ses pneus et avait une meilleure performance durable. Donc, je pense que c'est pas non plus dramatique. Mais c'est vrai qu'après, oui, il y a aussi le fait qu'ils se sont retrouvés à 2 contre 1 rapidement, puisque Perez, on en reparlera plus tard, a abandonné très rapidement. Mais effectivement, ils étaient en passe de perdre la deuxième place aussi avec Verstappen, puisque Sainz était en train d'attaquer une manœuvre quand son moteur a lâché. Donc, ça montre aussi qu'avoir une seule voiture, comme l'a fait Ferrari parfois en début de saison quand Sainz faisait des conneries, bah, ça coûte très très cher quand la voiture d'équipe en face a 2 voitures et qu'elle peut justement un peu moduler ses stratégies, même si là Ferrari a fait plutôt une stratégie groupée avec les 2 pilotes qui s'avère payante. Pour une fois, effectivement, on le dit, mais sans l'abandon de Carlos Sainz, c'était probablement un doublé vers lequel on s'orientait, ou c'était en tout cas très, très possible, hein, puisque Sainz était en train d'attaquer Verstappen quand son moteur a rendu l'âme. Il a pris 3 secondes en 2 tours en fait. Donc, alors, bien évidemment, je pense qu'on peut mettre ça dans la partie Ferrari. Cette image de Carlos Sainz qui recule puisqu'il a arrêté sa voiture en pente, bon, on va évidemment en dire un petit mot. Je vous l'avoue, ça fait partie d'approximativement 8 tours que j'ai vus de ce Grand Prix en direct. J'ai rattrapé. Rassurez-vous, vous allez voir, parfaite maîtrise du sujet. J'ai rattrapé les highlights, hein. Restons mesurés. Mais restons calmes, bien évidemment. Mais voilà. Les extended highlights ou les highlights? Comment, Manu? Les extended highlights ou juste les highlights? Écoute, j'ai vu 3 tours. J'ai vu le départ, voilà, c'est déjà bien. J'ai vu Gasly en toupie au sprint, Perez en toupie au départ, et c'est très bien. Mais le truc, c'est que quand même, l'image de Sainz, moi, c'est ce qui m'a honnêtement fait un peu flipper. C'est le moment où on a en fait coupé, on est reparti sur le muret des stands, au moment où la voiture quand même commençait à prendre très feu. J'ai commencé à me dire, ça y est, il est bloqué dedans, ou il n'ose pas sortir parce que ça recule. Enfin, c'est assez difficile. Bon, on a encore vu des commissaires qui étaient pas simples. Vas-y, Manu, dis-moi. Non, justement, les commissaires, le gros problème qu'il y a eu, et c'est peut-être une des pistes à voir pour la suite, c'est que la voiture en fait avait de la fumée qui cachait complètement le haut de la cheminée et on ne voyait pas la lumière en fait, savoir si les commissaires pouvaient intervenir sur la voiture ou non. Et notamment jeter un produit dessus qui aurait pu potentiellement être plutôt contre-productif, on va dire. Et en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas à l'avenir justement qu'il y ait plusieurs alertes visuelles entre guillemets, puisqu'on sait que si la voiture est verte, ils peuvent toucher, si la voiture est rouge, ils ne peuvent pas toucher. Et est-ce que justement, ils ne devraient pas mettre cette alerte un peu à d'autres endroits aussi, que les commissaires puissent le voir ailleurs que juste à un endroit où potentiellement il y a de la fumée qui sort et qui cache complètement la capacité d'intervention sur la voiture en fait. Alors, et heureusement que Sainz a joué l'instinct mais qu'il n'y avait pas de risque parce que justement il sort de la voiture de manière pas safe si la voiture n'est pas sûre en termes d'électricité. Donc, Manu, je mettrai un petit bémol sur cette idée qui fait sens, hein, évidemment, de rajouter des lumières pour que ça aille bien. Moi, je suis désolé, mais si tu commences à rajouter, imaginons, 8 lumières pour faire un petit peu tout le tour de la voiture, moi, j'ai un petit peu peur que Zak Brown vende cela comme des espaces publicitaires et que ça devienne une discothèque, la McLaren, si tu veux. Donc, Google mettra plusieurs couleurs de lumière. Voilà, parce que c'est-à-dire qu'imagine, tu donnes 8 possibilités en plus de rajouter des couleurs à la McLaren, qui en a déjà 17. Donc forcément, ça va devenir compliqué. Nitram qui veut mettre des clignotants sur les F1 pour être sûr que BMW ne vienne jamais. J'en ai marre. Ça marche toujours autant, cette blague.
Oui, et toujours avec autant de joie. Mais si vous avez suivi les 6 heures de Monza ce week-end, vous avez vu qu'une LMDH ou une LMH peut avoir des clignotants. Donc, cela dit, BMW vient quand même l'an prochain. C'est assez formidable. Le breton qui tient un drapeau noir avec un éclair jaune, un drapeau noir avec une flamme. Moi, encore une fois, si nous faisions la sécurité en F1, rassurez-vous que ça ressemblerait plutôt à un cirque pas possible, mais au moins, on serait sûr. Mais c'est vrai que... Une médiévale, ouais, comme ça, avec des logos. C'était encore une fois ce genre de choses. Maintenant, on est d'accord, Manu, c'est plus sur le fait d'asperger avec un extincteur qui aurait peut-être été problématique plutôt que de toucher, parce que normalement, les commissaires, il y en a au moins un par poste qui a des gants permettant d'être isolé. Oui, mais après, je sais que selon le code de la voiture, je crois que violet, ils peuvent toucher, mais que celui qui a les gants et rouge, ils peuvent pas toucher. On se rappelle qu'il y avait une course à Abu Dhabi où la voiture de Raikkonen était restée un paquet de tours immobilisée à une personne qui l'a touchée parce que justement, elle était en rouge et que, pas la voiture, c'est une Ferrari, mais la lumière était rouge. Ils sont pas si oh là là, ouais, je peux pas, elle est rouge la voiture. Elle est rouge, je ne peux pas la toucher. Mais t'es con quoi? Il y a la lumière vert dessus. Non mais oui, on m'a dit si la voiture est rouge, on ne touche pas. Donc m'emmerdez pas. Donc, voilà. Mais non, mais à part ça, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même des risques à ne pas prendre. Et puis effectivement, après, c'est un peu. Ouais, après, bon, de toute façon, il y a aussi un problème de formation des fois des commissaires. Mais c'est vrai que là, c'était un peu complexe comme chose. Ça arrivait très très vite. En fait, la voiture s'est embrasée quand même très vite. D'ailleurs, on a vu que l'explosion du moteur a fait sauter la carrosserie. Donc, c'était assez impressionnant. C'est sûr que comment dire, des casques comme ça, c'était très très rare. Ce genre de choses récemment, franchement, c'était assez impressionnant. Si vous voulez d'ailleurs en savoir un peu plus, je ne peux que vous inviter sur le compte Twitter de l'ami Tony, qui est commissaire de piste et directeur de course au Castellet. Je vous mets le lien dans le chat. Alors, c'est un petit thread qui vous explique en détail ce qui s'est passé, puisqu'il n'y a que 34 tweets. Bien évidemment, mais là, vous ne pourrez pas dire que voilà, on ne savait pas, il y a vraiment toute l'intervention qui a été Exxon se dit la stone est verte et pourtant à Zandvoort l'an dernier ils ne l'ont pas touché. Oui, mais à Zandvoort ils ne touchent que c'est orange aussi, donc c'est assez compliqué évidemment. Il faut mettre des fumigènes orange. Parlant de fumigène orange, pour faire la transition avec Red Bull, ça s'est légèrement vu cette affaire, hein. Moi je suis désolé, mais c'était assez impressionnant de voir toute la ferveur dans les tribunes au premier tour. Beaucoup moins de ferveur au 71e tour, je trouve. Quelques fans qui se sont plaints de ne juste pas avoir vu les voitures passer pendant les 2 premiers tours, parce qu'il y avait trop de fumée. Ils étaient un peu dégoûtés d'avoir payé cher pour voir de la fumée orange pendant les 3 premiers tours de la course. Mais normalement, le Red Bull Ring est pénalisé. C'est 3 matchs à huis clos, ça, non? J'ai pas tout suivi. Zelensky nous demande les supporters racistes et misogynes et alcooliques. Me lancez pas là-dessus. Me lancez pas là-dessus. Attention. Ça va mal finir cette affaire, mais je dénonce. Parce qu'effectivement, il faut quand même être tout à fait honnête. Il y a beaucoup de cons qui suivent le sport auto et à mon avis, effectivement, des insultes racistes, misogynes, homophobes, tout ça, il y en a eu. Ça, évidemment, et c'est évidemment fermement condamnable. Par contre, celles qui les ont dénoncées, quand vous voyez un petit peu, voilà, bon, c'est des petites choses où on se rend compte que... Après, ça n'est que 2 des dénonciatrices, mais... il y en a eu plus, voilà, mais c'est vrai que c'est comme souvent, en fait, le côté... si vous suivez les réseaux sociaux, en fait, c'est ce qui est le plus chiant, c'est que tu vas avoir, voilà, ça dénonce, et puis, ah, mais oui, mais la dénonciatrice a dissocié, c'est un foutoir à la fin, ça devient... Mais après, quel que soit où on va avec ce truc, de toute façon, le comportement de base... Quand tu lis qu'il y a des fans qui se sont mis en groupe pour essayer de dénuder des femmes et tout ça, non, je veux dire, c'est... Non, juste non. Et puis on a eu aussi les sifflets lorsque Hamilton s'est craché en qualification vendredi. Bon. Bah, tiens, faisons un petit aparté. C'est le moment. Mais honnêtement, parce que tout le monde s'insurge de tout ça, du côté sifflet, du côté applaudissement, si l'un ou l'autre se crache, tout ce genre de choses. Enfin, je veux bien avoir votre avis là-dessus, mais moi je suis pas si choqué que ça. Là, évidemment, tout le monde est en train de me dépeindre, en train de dire « Ah bah bravo! Ah c'est super, Schumacher casse son moteur à Suzuka, bravo, bien fait pour ça !» Bon, non, je suis un modèle de sportivité. Mais, honnêtement, je vois pas en quoi c'est déjà surprenant, et c'est un peu le jeu du sport en fait, enfin voilà, c'est ce genre de truc où
À part, parce que beaucoup disent, ah oui, Hamilton, on ne sait pas s'il s'est blessé. Mais enfin, excusez-moi, il n'a pas non plus. Enfin, c'est pas le crash de Guan Yu Zhou non plus. Enfin, je veux dire, j'ai pas. Je pense que c'est plutôt une question de principe. En fait, dire il y a un accident, on ne siffle, enfin, on n'applaudit pas, ouais, mais. On sait jamais, hein, même le crash d'Albon à Silverstone, il paraissait moins spectaculaire que Zhou. Et puis c'était lui qui était au centre médical, finalement plus que Zhou. Donc on ne sait pas vraiment les impacts véritables. Même quand Ocon à Miami, il sort de piste, effectivement. Visuellement, l'accident n'a pas l'air si violent que ça, mais il prend, je ne sais plus, 40 G, 31 G, je crois. 30 oui, son numéro. Je crois que c'est plus, ouais. Et effectivement, l'accident n'avait pas l'air si 51 G, Miami. 51, tu vois. C'est impressionnant. Et pourtant, Verstappen a fêté sa victoire. Le dimanche, alors que le pilote avait pris 50. Avec 2 pilotes au centre médical. Quelle indignité. Non, mais c'est... Après, je veux pas... Enfin voilà, je dis pas... C'est bête en soi. C'est pas... Je suis pas en train de vous dire... c'est normal ça. Mais en fait, je suis pas non plus surpris. Et j'ai l'impression, c'est un peu comme avait dit le spot dans le chat, c'est un peu le truc... Enfin, c'est 2022, tous ces genres de choses sont amplifiés. Alors dans le bon et dans le mauvais, malheureusement. Mais ici, bon, bah ouais... ça siffle maintenant, bah oui, c'est un petit peu... c'est un peu tout après, le cas. Je sais pas. Je vois... dans le chat, c'est Racing XB qui fait le parallèle avec le foot quand il y a un joueur qui se blesse. Alors, certes, il y a des blessures graves dans le foot, mais dans le sport auto, les blessures peuvent toujours être très violentes. Et en fait, je me rappelle toujours de Belgique 2019 où pendant les EL3, je crois, Hamilton se crache et se fait applaudir et tout ça. Et en fait, il dit non, mais en gros, c'est pas malin d'applaudir. Et en fait, c'est l'après-midi même, Antoine Hubert se tue. Et Hamilton le redit, il dit en fait, n'oubliez pas que quand il y a un accident, ça peut toujours être dangereux. Et il dit effectivement, visuellement, on voit que il n'y a pas de mort ou quoi, mais par principe, un pilote peut toujours se blesser et c'est pas forcément malin de siffler, donc d'applaudir. Et je pense que effectivement, il y aurait. En tout cas, moi, je suis toujours choqué par ça. Après, qu'il y a un abandon mécanique, que ça applaudisse, machin, ça me paraît, ça me paraît pas problématique. Ça fait partie du folklore, on va dire, et puis il n'y a pas mort d'homme ou risque de mort d'homme, donc ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que dans les accidents, je suis toujours un peu plus mitigé sur ces agissements. Moi, je comprends. Mais après, Wolf m'a dit ne sifflez pas Christian Horner. Bon, là, Christian Horner n'est pas dans la voiture. Oh, tu vois l'image sur l'écran géant Toto Wolff qui se fait un croche-pied à lui-même et qui s'étale par terre, les fans de Verstappen qui commencent à danser. Ce serait fantastique. Non, mais voilà, j'ai cette impression. Enfin, c'est toujours assez compliqué, on le sait. Voilà, c'est pas étonnant en fait qu'il y ait ce truc-là. Puis bon, les fans de Max Verstappen, c'est pas les plus subtils, on va pas se le cacher, bien évidemment. Ça y est. Oh, vous êtes contre Max Verstappen, oh là là, vous en avez pas marre, non, vous pouvez plus être fan d'Hamilton. Je vous vois dans les commentaires. Mais bon, enfin. Ouais, je pense qu'un fan de Max Verstappen avec 3 jours de bière dans le sang. Voilà, à un moment donné, faut pas l'oublier. Ils arrivent à circuit, ils ont 2,8 g. Donc à un moment donné. Liberty Media, ils tapent bien sur Barcelone quand il y a des embouteillages, alors ils peuvent bien taper sur les promoteurs, quels qu'ils soient, sur l'Autriche ou ailleurs, pour prendre des mesures. C'est d'autant plus vital pour l'image de la F1 et aussi pour attirer les jeunes, les femmes, etc. Il y a beaucoup de femmes qui disaient moi je ne reviendrai pas sur un Grand Prix, en tout cas pas celui-là. Et c'est totalement normal. Donc pour moi, effectivement, la F1 peut agir, et la F1 peut par exemple payer une partie de mesures de sécurité en plus avec les promoteurs. On dit voilà, on attribue telle enveloppe pour renforcer la sécurité sur les Grands Prix et la F1. T'es gentil, Manu. Moi, je ferais plus de bâton vu qu'on la F1 pourrait dire vu qu'on a 50 circuits qui veulent être au calendrier. Oui, la F1 peut dire on en a rien à foutre, faites ce que vous avez à faire et puis basta. Ah oui, j'imagine bien. Ouais. Et il y a un fan là, il a pas été. Vous voyez le fan lui là. Je l'ai vu, il a frappé un fan d'Hamilton alors que lui est fan de Verstappen. Et ben, vous savez quoi? Il y aura une sanction de prise, elle sera exemplaire. Plus de Grand Prix. Ça dégage. Allez, merci. On va aller maintenant au Grand Prix du Kazakhstan.
Justement, le Qatar nous a construit un nouveau circuit, donc on va plutôt aller là-bas. Voilà, merci beaucoup. Et au moins, c'est vrai, voilà, on va faire 8 Grands Prix au Qatar. Il y aura un total de 12 000 spectateurs sur les 8 courses. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute? Il n'y a pas de risque, et puis on paiera les spectateurs comme l'an dernier. Il n'y aura pas y avoir de problème, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y aura pas de souci. Mais voilà, c'est Racing XB qui me dit, si Marquez se plante au Grand Prix de France, est-ce qu'on peut siffler ou pas? Alors, je rappelle que moi, je n'ai pas sifflé. J'avais un t-shirt Marc Merguez, j'ai montré mon soutien au pilote espagnol tout le week-end. Donc, à un moment donné, on peut pas dire ça. Mais c'est vrai que, voilà, ça fait toujours partie... Enfin, ça a toujours fait partie du sport, en fait. Et c'est le genre de choses où... je pense que c'est beaucoup plus remarqué maintenant parce que depuis quelques années on filme beaucoup plus les spectateurs, on met des micros dans les tribunes pour avoir cette ambiance à la télévision, pour que ce soit ressenti, qu'il y ait la ferveur, qu'il y ait l'horreur quand il y a un gros accident, qu'il y ait la joie quand un pilote fait une belle prestation, et là malheureusement la joie quand un pilote se plante et que c'est pas le pilote favori on va dire du coin. Mais croyez-moi, quand Verstappen se plante l'an dernier au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, ils sont pas tous restés stoïques en disant « Oh, it's been a serious crash. » C'est triste, hein, mais bon, les fans anglais qui sont des gentlemen absolus, je peux vous garantir que ça dansait comme c'est pas permis, à mon avis, avant qu'ils sortent de la voiture. Donc ça, pour moi, ça fait partie du jeu, en fait. Alors, je suis en accord avec le communiqué de la FIA qui dénonçait plus tôt, donc effectivement les agissements dont on parlait un peu plus tôt, qui eux sont d'une gravité quand même assez intolérable, et à un moment donné le sport doit être l'arène où on peut justement accueillir tout le monde et pas commencer à faire ce genre de choses. Par contre, voilà, si on commence à s'insurger dès qu'il y a quelques spectateurs qui font la fête, maintenant évidemment, ça aurait été déplacé si Lewis Hamilton était blessé, mais je pense que voilà, ils auraient quand même été capables de faire vraiment la part des choses si vraiment ça avait été un gros accident. Maintenant, encore une fois, je vous rappelle, en général, ces gens-là arrivent à 2 grammes au circuit, donc effectivement, est-ce qu'ils ont même vu l'accident? Je ne sais pas. Ça, c'est une... Je crois que la part des choses n'est pas dans leur... Peut-être qu'ils sifflaient parce que la tireuse à bière était cassée ou quelque chose comme ça. Il n'y a plus d'Heineken, s'il vous plaît, aidez-nous. C'est pas possible. Ou alors peut-être que Kuhn était arrivé en bas de la tribune avec justement un pack de bière et qu'il faisait la fête comme on l'avait vu au Grand Prix de Grande-Bretagne pendant le drapeau rouge. C'est là qui me demande, est-ce que tu trouves normal que... Ah bah tiens, Lionel Froissart. Bon, non. Rassurez-vous quand même, je ne suis pas un monstre. Je sais pas comment ça... On va prendre tous les dramas de la F1 de ces 10 dernières années. Mais c'est normal, arrêtez. Nelson Piquet, pour ou contre? C'est le débat qui n'a aucune... Nelson Piquet, vrai, faux, pour ou contre, slip ou caleçon, on va répondre à toutes ces questions et bien d'autres dans l'émission aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses du missile lancé sur le circuit d'Arabie Saoudite? C'était vraiment, à un moment donné, merde, on vend du spectacle, on vous en donne. C'est bon. On vous offre sur les lumières et vous n'êtes pas content. C'était formidable. Non mais oui, l'attitude était déplacée, ça encore une fois, voilà, bien évidemment. Maintenant, comme on l'a aussi dit sur les réseaux sociaux, c'est malheureusement pas la première fois qu'il s'illustre comme ça. Mais évidemment, à l'époque, c'est sûr qu'il y avait beaucoup moins de gens qui achetaient F1 Racing pour lire, ou je crois que c'était F1 Racing, ou ce genre de choses, pour lire les trucs, plutôt que évidemment les gens qui écoutent F1 TV aujourd'hui. Mais c'est, encore une fois, bien que ce genre de comportement maintenant ne soit plus dans la norme. C'est un peu ce qu'on avait évoqué dans le Racing Café, hein, si je dis pas de bêtises, Manu, il y a quelques temps. C'est très bien. Ça fait beaucoup plus de bruit aujourd'hui. Bah, c'est quand même évidemment quelque chose d'assez bon. Mais bon, moi, ça m'emmerde parce que je voulais réécouter le Grand Prix avec les commentaires de Gaëtan Vignon. Mais du coup, je ne peux pas. F1 TV a supprimé la bande-son en français. Supprimer la bande-son complète? Ouais, en fait, tu peux pas choisir français dans les langues. Alors, j'ai pas regardé aujourd'hui, peut-être qu'ils ont fait un petit nettoyage. Parce que sinon, il y avait juste, en fait, mais oui. Il fallait prendre 1 minute 30, couper, puis c'était bon, quoi. Nettoyage à la truelle, c'était la première phrase, puis... Oh, vous allez un peu fort, hein, Lionel. Oui, bon, en fait, qu'a-t-il dit? Je ne comprends pas. Je suis un peu perdu. Alors là, le mec, il a pris la piste, il a fait supre. C'est terminé. Le Blizzard qui nous dit, il règne un fou. Le Blizzard, justement, qui nous dit, il règne un fou. On glaçaille entre Max et Lewis. Je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est de la boutade, c'est de la bonhomie. Max Verstappen qui en a rajouté une couche cette semaine, c'était vraiment quelque chose. Mettre un bip comme sur les radios des piles. Ah, j'adorais te regarder le Grand Prix de Formule 1 avec des bips toutes les 3 minutes. Oui, Senna, on a compris Senna numéro 1 dans le chat. On a compris. C'est pas normal, mais on l'a dit aussi, nous. On n'est pas content. C'est pas bien ce qu'il a dit.
Nitram qui dit si les gens ont été choqués des propos de ça, ils doivent pas regarder Racing Café. Ah non, mais si on était diffusé sur Alpha TV tout de suite, mais on n'a jamais dit ça, nous. Alors non, on fait des blagues avec un humour certes parfois un peu limite, mais on n'a jamais fait ce genre de choses de sérieux. Tout à fait. Et en plus, on n'a jamais fait ce genre de choses tout court d'ailleurs. Non, c'est vrai. Non. On dit beaucoup de choses sur Lance Stroll, mais pas ce genre de propos. Non. On parle de beaucoup de choses, mais pas ça. C'est qu'il n'a pas grand-chose à foutre, qu'il est inintéressant, tout ce que vous voulez, mais par contre... on n'a pas besoin d'être insultant pour être accablant sur Lance Stroll. C'est ça en plus, la cible est facile. Tu vois. La cible est facile, elle ne bouge pas, donc... C'est pas compliqué, comme vous faites du tir à l'arc. C'est pas difficile. Il court en ligne droite. Mais on peut reprendre sur Red Bull, sinon. Mais oui, non, mais effectivement, on peut repartir sur lui, mais il fallait... Alors, moi, on peut passer à la dernière question, si tu veux que l'émission prenne un tournant. Ah, ben oui, alors Bernie. Alors, Nitram dans le chat, Vladimir Poutine, pour ou contre, allez-y. C'est la grande question du soir, bien sûr. Alors, si on commence à partir sur Bernie, cette émission va vraiment faire 2h45, et là, ça va concurrencer l'émission de jeudi, bien entendu. Qui vient de finir il y a quelques heures. J'en ai marre. À un moment donné, c'est quand la trêve estivale, s'il vous plaît? Bientôt. Alors, la FOM a fait un communiqué, il n'y en a plus pour mettre les grands prix. Je vais rajouter qu'il y a l'ami en plein mois d'août. Excusez-nous, mais bon, à un moment donné, il y a le Grand Prix d'Ouzbékistan, le Grand Prix de Nouvelle-Zélande et le Grand Prix du Pérou à Calais. Voilà, on n'a pas trop le choix non plus. Il y a l'ami et c'est un accord, mais la seule contrainte, c'était de revenir cette année. Donc la FIA a dit, bon, bah, ce sera le 15 août. Il n'y a plus de place ailleurs. Donc, température moyenne à Calami à 15 août, 52 degrés. Écoutez, faudra préserver les gommes. Voilà, qu'est-ce que je vous dis. Ils font, c'est du spectacle. Et les pilotes aussi, du coup. Préserver les mécanos, les moteurs, les commentateurs aussi. Ce sera assez compliqué. Non, mais en Red Bull, ben voilà, bon, au Red Bull Ring, forcément, ils auraient espéré de meilleures choses. On a Max Verstappen qui continue à caracoler sur les sprints. Lui, quand il va y avoir 17 sprints par an, il va être très dangereux pour le titre, même si sa voiture n'a pas le niveau. Moi, je vous le dis, ça va commencer à être sympa. Mais donc, nouvelle victoire de Verstappen en sprint pour lui. Mais ici, bon, deuxième place en course. Encore une fois, l'avantage, c'est que ça casse... pardon, je vais donner la parole, mais il limite la casse quand, justement, sa monoplace tient, quoi. On se demande si c'est Verstappen qui a gagné le sprint ou si ce n'est pas Ferrari qui l'a perdu, comme on le disait plus tôt sur l'absence de consigne d'équipe chez Ferrari. Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup mieux à faire pour Ferrari, étant donné la différence de rythme? Donc, bravo à Verstappen, il a absolument bien mené son sprint, mais avec toujours cette interrogation sur le rythme des Red Bull. Voilà. Et puisqu'on parle du sprint, il y avait aussi celui de Pérez, on pourra en reparler, mais qui a fait un très beau sprint, mais qui a tout de même payé en course les pots cassés de sa très mauvaise qualification de vendredi avec cet accrochage avec Russell. Alors il est certes plus, la FIA en tout cas l'a jugé plus de la faute de George Russell avec les 5 secondes de pénalité, mais c'est vrai que c'est un petit peu le problème quand on part un petit peu plus loin en course. Et voilà. Donc, Pérez qui perd très très gros championnat parce que c'était quand même le dauphin. Et là aussi de même chez Red Bull, voilà, s'il y avait encore quelques espoirs pour Checo d'avoir un moment une fenêtre de tiens, pourquoi pas, si mon coéquipier en face a des problèmes de fiabilité, je reviens à égalité et ensuite qui sait ce qui se peut passer. Là aussi la hiérarchie était déjà bien claire, bien plus claire que chez Ferrari, mais là elle est limpide, très limpide. Donc c'est aussi Pérez qui a perdu gros, en tout cas sur son plan personnel ce week-end. C'est vrai que oui, imaginons Verstappen se fait lyncher par des fans de Lewis Hamilton, voilà, bon, choses qui peuvent arriver. Ça lui aura pas pu gagner. Vas-y, Manu. Non, mais ça fait plusieurs week-ends qu'il est un petit peu en retrait quand même. Pérez, on sent qu'il accuse un peu le coup depuis le Canada, en fait, où il a fait sa sortie de piste. Silverstone, il était un peu en retrait de nouveau, et puis en rythme pur en tout cas. Et puis là, c'était ses qualifications concrètement. Il a de la chance de faire son tour, enfin de la chance, du coup il se fait enlever, mais il n'avait pas le rythme pour aller en Q3, ce qui est quand même grave avec une Red Bull. Et derrière, il a un week-end qui est pas bon du tout. Le sprint est très bon, mais en même temps, je serais tenté de dire, il fait un bon premier tour, et puis derrière, il remonte des voitures qui sont quand même bien plus lentes que la RB18. Donc c'était un peu le strict minimum, surtout avec 3 zones DRS. Et puis dimanche, pour moi, je juge plus responsable que Russell, qui se met à l'intérieur le plus possible et laisse le volant braquer le plus possible. Donc, je sens que pour moi, Pérez a plus de place à l'extérieur que Russell n'en a à l'intérieur à ce moment-là.
Donc, dans tous les cas, si on dit c'est incident de course parce que c'est le premier tour, bah, c'est pas de la faute de Russell. Et si on cherche, pour moi, on trouve plus de la faute côté Perez. Mais bon, dans tous les cas, effectivement, ça fait un week-end pas très bon pour lui. Et puis, bah, là, effectivement, lui aussi, un peu à la manière de Sainz, se fait totalement décrocher de Verstappen. Verstappen qui m'a impressionné vendredi parce qu'il était sur son tour de la pole et fait avec 2 mauvais secteurs. En fait, les premiers secteurs, il est en retard sur les 2. Et en fait, il fait la pole le 3e secteur. Bon, certes, une pole avec 8 centièmes d'avance sur le 3e. Donc, c'est très serré, mais quand même, c'était joli. Et puis, effectivement, ça a été un peu le week-end de plus en plus compliqué, en fait, au fur et à mesure, avec le sprint très bien, et puis le dimanche un peu plus difficile. Mais, ouais, Red Bull a toujours ce fait de ne pas faire de mauvais Grand Prix, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'incident, là, comme la semaine dernière, où il avait quelque chose de coincé sur la voiture ou quoi, ça roule quand même bien, et ça fait podium à la fin. La fiabilité a l'air d'être vraiment revenue chez eux. Donc après, à voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que là, par contre, c'est un peu la forme de Perez qui pourrait leur coûter cher, dans le sens où ça fait plusieurs Grands Prix, finalement, qu'ils ont une Red Bull contre 2 Ferrari. En tout cas, là, c'était la physionomie ce week-end. Et on a vu en début de saison, comme je disais tout à l'heure, que ça avantageait énormément les équipes qui avaient 2 pilotes devant. Donc, si Ferrari continue sur cette lancée, ils vont avoir besoin de Perez de retour à son meilleur niveau. Et la dernière chose que j'avais à dire sur Red Bull, c'est quand même les évolutions. C'est comment ils font pour avoir une évolution par semaine, si ce n'est les faire rechercher par quelqu'un d'autre. Parce que au bout d'un moment, je veux bien qu'ils aient Newey qui fasse des dessins et qui valide les dessins et tout ça, mais ce qu'ils ont amené ce week-end avec les raisons pour lesquelles ils les ont amenés, c'est-à-dire des modifications de l'entrée du plancher qui permettaient justement de changer la géométrie et tout ça, c'est pas des choses qui peuvent se calculer à main levée, et donc il y a forcément eu de la soufflerie et de la CFD derrière pour vérifier tout ça et corréler tout ça. Donc, la question se pose de savoir comment Red Bull fait pour amener approximativement 3 fois plus d'évolution que les autres équipes. C'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne. Et évidemment, je le mets toujours en lien avec le fait que AlphaTauri n'amène aucune évolution. Est-ce que c'est effectivement une raison? Probablement. J'ai un sous-entendu, Manu, dans ce que tu dis. Tu peux être plus clair? Si je vais être plus clair, je pense que le Red Bull Advanced Technologies aide bien Red Bull à faire ses recherches par AlphaTauri, qui partage les mêmes souffleries et qui doit plutôt que la machine à café se communiquer avec quelques petits échanges de communication. Ouais, mais autour d'un petit biscuit, pas le souci. À un moment donné, double droit du bossé qui dit bois du Red Bull. C'est pour ça qu'ils arrivent avec à chaque fois. Tu te rends pas compte, toi. Tu bois 6 canettes de Red Bull par jour, tes journées elles font 35 heures, je garantis que tu as. Ah d'accord, oui, il y a quand même des limitations dans la soufflerie, tu vois, des choses. Je veux dire, dans les litres de Red Bull qu'on a besoin de boire. Mais il faudrait faire les. Mais la soufflerie, elle tourne au Red Bull. Après, les gens disent, c'est pareil chez Ferrari et As, mais Ferrari a un rythme de développement qui est beaucoup plus rationnel et prudent que celui de Red Bull. Ferrari a amené 2 grosses évos pour l'instant, enfin 2 évos concrètes pour l'instant depuis le début de saison. Donc, pour moi, c'est pas comparable. En fait, si Ferrari était sur le même rythme, on pourrait dire effectivement ils font la même chose, mais c'est pas le cas. Donc, alors, il est décompté du budget de Red Bull, on pose la question. Eh bien, non, puisque le budget lié au bien-être du personnel est décompté des budgets plafonnés. Donc, s'ils arrivent à passer ça en bien-être du personnel, il n'est pas compté. Il y a plusieurs exceptions au budget plafonné, marketing, salaire des pilotes, moteur, et dont le budget bien-être des employés. Des employés, on paie en Red Bull. Ah ouais, bah c'est bien, on est mieux avec du Red Bull, c'est bien. mais Manu, tu parlais toi, du tour annulé justement de Perez en qualif. Permet de rebondir sur un autre sujet. Enfin... C'est quand même assez gênant, je trouve, parce qu'il empêche ces Gasly qui allaient passer en Q3 si on avait le tour, c'est bien ça. Je comprends pas que dans l'air, il dépasse les limites de la piste, tu mets un capteur, merci, ça dégage, et au revoir, quoi. Le tour était directement. Enfin, je comprends pas qu'on doive annuler son tour 3 heures après, changer la grille, ce qui change pas grand-chose. La FIA a été d'une honnêteté naïve en disant, mais il y avait tellement de choses à surveiller que nous n'avons pas vu. Ouais, mais merde, à la fin. Des ordinateurs, quoi, les gars. Ouais, puis c'est leur boulot en fait. Non, mais ça, je te trouve un peu violent. Est-ce que la FIA doit vraiment faire son travail, je ne sais pas. Mais moi, ça me fatigue, quoi, de toujours dire ouais, mais. Là, ils auraient pu dire, effectivement, comme c'est souligné dans le chat, on a appris que Michael Masi était officiellement, non pas viré, mais il a décidé lui-même de partir de la FIA, et donc ils auraient pu dire, bah, c'est lui qui s'occupait des limites de piste en Autriche. Ah, à un moment donné. Il est parti en plein milieu de la qualif, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Non, mais c'est vrai que c'est comme la dernière fois où ils avaient dit oui, alors effectivement, nous n'avions pas vu ça, mais suite à une évidence de la télé, nous avons pu voir qu'il y avait eu tel problème, et du coup, nous avons ouvert une enquête. Enfin, putain, les gars, si vous voyez pas ce qui se passe pendant la course, et que vous avez besoin du replay télé, c'est quand même qu'il y a un gros problème, quoi. Sinon, sur le budget plafonné, c'est Red Bull qui dit pour nos employés, c'est bon pour leur bien-être et leur morale quand on a beaucoup d'évolutions et des victoires, donc on fait compter toutes les évolutions. C'est-à-dire, si ASB, c'est pour le bien-être de New Way qui dessine et fait de la soufflerie. Ah, je suis bien. Je vois la soufflerie tourner, ça me détend. Oh, puis après, on voit toutes ces données qui arrivent. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça me fait du bien. Je suis beaucoup mieux. C'est un loisir pour moi, ça me détend. C'est encore mieux que du spa, tu vois. Oh là là, oh, c'est une merveille absolue. Voilà. Et comme le salaire des pilotes est plafonné, il pourrait payer Max Verstappen 1 milliard. Et en fait, Max Verstappen redistribuerait son budget avec du cash au black. Max Verstappen qui file les dividendes à la boîte, tu sais, là. Allez, moi, je propose, c'est tout. Je fais des propositions. Qu'est-ce que je fasse de tout ça Bah tiens, on peut passer à Mercedes, justement, qui fait 3-4 avec Hamilton et Russell, puisque double droit du possède nous demande. La FIA fait un peu de la pip, ce que vous faites dans vos toilettes, depuis quelques temps. On parle de la pénalité de Russell. On est d'accord que la pénalité de Russell, c'est en course. C'est la seule fin, c'est celle de l'accrochage avec Perez. À un moment donné, je suis désolé, pour moi, elle est logique. Elle est absolument logique, cette pénalité. Il souvient totalement. Bah, après, il souvient parce qu'il est dans le... En fait, si tu veux, lui, il laisse le volant braqué au maximum et il est vraiment totalement à l'intérieur. Il ne s'écarte pas sur... La voiture souvient parce qu'il y a les perturbations turbulences de la voiture de Sainz devant lui. Ah, mais c'est de la F1, ouais. Après, non, pour moi, Perez laisse de la place à l'extérieur et coince Russell qui n'a pas de marge de manœuvre. Donc, pour moi, c'est plus Perez qui donne pas la place. Et en fait, le problème, c'est que encore une fois, pourquoi ça s'est pénalisé quand les trois quarts de cette équipe passent un premier tour? Ce sont des incidents de course. Pourquoi celui-là est pénalisé? Et on a l'impression qu'ils se sont dit, ah oui, putain, il y a 2 ans et l'an dernier, on a pénalisé les trucs dans ce virage-là, donc maintenant on pénalise. Non, en fait, c'est juste con parce que c'est pas toujours pareil. C'est ce qu'ont dénoncé plusieurs pilotes, et c'est peut-être ce qui a causé la colère de Vettel, même si on ne sait pas exactement au briefing des pilotes, c'est le manque de constance que Russell a encore dénoncé après la course. Et il y a même une idée qui se fait le jour, c'est que nommer un seul directeur de course pour avoir plus de constance sur les décisions, et avec des commissaires également qu'on retrouverait. Donc c'est une vieille idée, les commissaires tournent de course en course. Est-ce que l'idée, c'est de ne pas avoir des commissaires permanents pour les professionnaliser, avec le risque qu'un commissaire en particulier soit dit, ah, lui, il est pro Mercedes, lui, il est pro Ferrari, etc., et que ça le suive à vie. Donc, honnêtement, voilà. Je pense, pourquoi faire des commissaires permanents, mais anonymes. Ça, c'est une idée que je lance. Ce serait génial. Le commissaire 1 dit que... non, mais après, cette idée, en fait, elle est bonne, mais en IndyCar, par exemple, ce sont toujours les 3 mêmes commissaires. Et les décisions ne sont pas constantes, donc c'est-à-dire que ça réglerait pas forcément le souci. Maintenant, vous voyez, je trouve qu'on est... Enfin, là, on voit le souci direction de course de manière très, très large. L'an dernier, on était tous d'accord pour dire « Ah ouais, mais le pauvre, vous vous rendez pas compte, 22 courses à gérer tout seul, c'est pas possible. Il faut en mettre plusieurs, il faut qu'il tourne, il faut qu'il puisse se reposer. » Et puis cette année, on en met 2 et on dit « Ah ouais, mais vous comprenez, il y en a 2, ils peuvent jamais prendre les mêmes décisions, il en faut qu'un seul. » On peut jamais arriver comme ça, quoi. Moi, je pense que le casting est très mauvais cette année. Encore une fois, tout le monde a dit ah, c'est trop bien, Wittich, Freitas. Non, Wittich, son dernier fait d'armes avant d'arriver en F1, c'est quand même un des plus gros scandales de l'histoire du DTM. Donc au bout d'un moment. Et il y en a eu des scandales en DTM. Il y en a eu. Et Freitas, Freitas bénéficie de très bons outils en WEC, mais après, ses décisions à lui, je trouve pas forcément. Enfin, j'ai jamais trouvé que c'était non plus le directeur de course du siècle, quoi. Donc on pourra pas ressusciter Charlie Whiting, qui faisait des erreurs aussi, mais qui en faisait moins quand même. Donc, il faudrait trouver quelqu'un comme ça, ou voilà, potentiellement un collège de directeur de course, je sais pas, trouver. Un directeur de course par course. Il y a un manque de ressources humaines à la FIA. Hein, donc, déposez votre CV, place de la Concorde à Paris. Peut-être que vous serez rappelé. Non, mais voilà. Parce qu'on y a dit le Toto Wolff. Après, c'est peut-être le truc où, aussi, effectivement, on est peut-être sur le côté, enfin c'est assez particulier, mais on parlait donc l'an dernier de surmenage pour Michael Masi, mais ça se trouve, en fait, c'est toujours le cas aussi pour les deux, parce que quand Freitas n'est pas en F1, il fait du WEC. Quand Wittich n'est pas en F1, il fait autre chose. Enfin, voilà, c'est-à-dire que si
En gros, j'ai l'impression que les deux, même s'ils font pas les 22 courses, ils font 22 courses sur l'année quand même. En faisant 50 championnats de plus. Parce que ce week-end, si on n'avait pas Eduardo Freitas, c'est parce qu'il faisait le WEC à Monza. C'est un peu ce genre de choses. Donc, il faut les 35 heures. c'est un peu... c'est ça, à un moment donné. Après, au bout d'un moment, il y a aussi plein de gens disponibles qu'on pourrait... Enfin, je veux dire, Sylvia Bello, c'est la première fois qu'on la voit cette année. Ah bah ouais, mais Sylvia Bello, en même temps, Manu, elle est directrice de course de scooter. Donc, si tu veux... Ouais, bah sinon, elle veut pas lâcher son truc de merde, là, et puis venir aider en F1, parce qu'elle, en F2, F3, elle faisait du très bon boulot. Donc... Ah, il manque un bip. Oui, on a dit il faut maintenant du bip quand on dit des choses comme ça. Mathieu qui nous dit je propose Christian Prudhomme. Ben oui, c'est un très bon directeur de course au Tour de France. Pourquoi est-ce qu'il n'arriverait pas à être bon en Formule 1? Je ne sais pas. Vericross qui dit c'est Ben Soyem qui veut former des copilotes de rallye en directeur de course. Oui, c'est ça, en directeur de course et en commissaire. Il y a déjà Robert Reid qui est très bien placé, très haut placé à la FIA. Ça en soi, pourquoi pas. Ça, c'est quand même un point positif, c'est la volonté de former. Il y a une volonté de formation, de faire venir des gens. Parce qu'effectivement, peut-être que, outre avoir des commissaires stables, on va dire, si tu fais un cahier des charges, une formation précise, peut-être que comme dirait Binotto, c'est une solution de moyen terme, encore. Oui, tu peux pas, clairement, tu peux pas le faire en 2 semaines avant le Grand Prix de France, par exemple. Moi, ce qui m'énerve, c'est que la FIA ne veut pas écouter autre chose que ce qu'elle propose. En fait, au bout d'un moment, quand tu vois la clairvoyance de gens comme Alexander Wurz, qui est toujours très clairvoyant sur tous les problèmes, et malheureusement, des fois un peu trop en avance, parce qu'on a vu encore ce week-end en WEC qu'il a soulevé un problème qui s'est avéré le lendemain en course. En fait, je comprends pas que la FIA ne dise pas, oui, effectivement, il nous faut quelqu'un comme lui à la tête de la direction de course, parce que typiquement, c'est des gens comme ça qui font avancer la sécurité, qui ont une vraie clairvoyance, une vraie expérience de pilote, et qui ont du niveau. Et donc, après, je sais pas, moi, même je pense à un Felipe Massa qui est très souvent sur les Grands Prix et qui finalement a l'air plutôt bon dans le rôle de l'observateur quand on entend ce qu'il dit sur F1 TV. Donc, ce serait, et encore une fois, c'est quelqu'un qui a couru au plus haut niveau il n'y a pas si longtemps. Et mais on l'accuserait d'être pro Ferrari immédiatement. Ouais, mais ça, au bout d'un moment, on a Stefano Domenicali à la tête de la F1, Ross Brown à la tête de directeur de la F1. On a eu Jean Todt à la tête de la FIA. De toute façon, si ça devait être pro Ferrari, ça le serait depuis longtemps. Excusez-moi, je vais faire ma mauvaise langue. Ouais, bah quand on voit ce que fait Ferrari cette année, ils auraient peut-être besoin d'encore plus de gens de Ferrari à la FIA. Bon. C'est horrible. La séquence Pascal Pau. Reprenons. Mais arrêtez-vous. C'est incroyable ce que vous dites, monsieur Touzeau. C'est pas possible. On rappelle qu'à 4000 abonnés, Michael a promis d'aller au siège de la FIA dans les archives voler le contenu de l'accord secret entre la FIA et Ferrari. Ouais, on dit rien. Ah, putain, ça valait le coup de vous abonner. C'était pas mal. Rally 50 nous pose la vraie question, et la VAR, elle est où? C'est vrai qu'il doit quand même annoncer en grande pompe, et aucune nouvelle pour l'instant de ça, parce que... Déjà qu'il y a trop de choses à voir sans la VAR. Alors, c'est ça, c'est le souci. Ah oui, on n'a pas payé ces Pérez parce qu'on avait trop de choses à faire. Oui, mais vos trucs, ils sont censés avoir des gens qui n'ont rien à faire si ce n'est regarder les choses et double-checker, triple-checker. Donc, justement, faudrait peut-être... Ou alors les bureaux de la FIA sont fermés le week-end, je sais pas, mais... faut faire quelque chose, quoi. On fait des pauses pendant les Grands Prix, 30 minutes de pause, le temps qu'ils analysent les images. Vous êtes chiant aussi, nous, c'est pendant la pause déjeuner, à un moment donné, c'est pas le bon moment, quoi. Je sais pas, c'est assez... c'est compliqué, quoi. Écoute, Caro dit qu'on va voir le VAR en F1 la semaine prochaine. Oui, puisque c'est le Grand Prix de France. C'est tout à fait vrai, nous allons voir le VAR. Mais voilà, moi je suis assez... C'est vrai que la direction de course c'est compliqué. Moi je suis pas trop en désaccord, on l'a compris, sur la pénalité de Russell. Après, effectivement, voilà, tu pénalises Russell, t'en pénalises pas d'autres. C'est là qu'est le vrai souci. Pour être tout à fait honnête, voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, ce virage-là aussi est traître tous les ans, et on en a vu aussi, enfin, on a vu Vettel encore qui est parti en toupie pendant le Grand Prix. Enfin voilà, ces genres de choses, ça arrive toujours en fait sur ce Grand Prix. On dit que le camion de la VAR fait aussi fast food truck, donc c'est compliqué de tout gérer. À un moment donné, si je dois servir un hamburger à la truffe et en même temps juger l'accrochage Russell Perez, vous avez 2 hot dogs et un replay du 3e virage, s'il vous plaît. 14. Et 30 pintes pour la tribune de Verstappen.
Voilà, donc à un moment donné, ça devient compliqué. Voilà, ce genre de choses, c'est difficile. Maintenant, on l'a dit, je pense que comme dans absolument tous les trucs au monde actuellement, j'ai la sensation en tout cas, il n'y a juste pas assez de personnes en fait. C'est juste qu'on essaye, enfin à mon avis, il n'y a juste pas assez de monde pour gérer en fait efficacement la direction de course, quoi. C'est un peu, c'est un peu le souci. Après, moi, ce qui me fait chier avec cette justification-là, c'est que toutes les semaines, on est tous capables de voir des trucs qu'eux ne sont pas capables de voir avec 3 fois plus d'outils. Ce serait de temps en temps où on dirait oui, mais là, ils ont raté quelque chose et tout. Mais non, en fait, c'est toutes les semaines qu'ils ratent des trucs. Toutes les semaines où il y a des choses qui se passent et qu'ils disent ah ben, on n'avait pas vu, on avait trop de travail, on n'avait pas vu sur la télé. Et, ben non, si vous êtes là et que vous avez les outils que vous avez, puisque putain, tu vois le bureau de la direction de course, il y a 25 télés. Donc au bout d'un moment, si avec ça, ils ne sont pas capables de voir ce qu'ils ont besoin de voir. Ah, mais il y en a une Manu avec le Tour de France, il y en a une avec le WEC à Monza. Enfin voilà, je peux pas. C'est ça. Sans parler de Michel Bocquer en plus. C'est ça, à un moment donné, moi je raterais ça pour rien au monde. Donc... c'est compliqué. Xoan qui nous demande si c'est un capteur de limite de piste, une espèce de bande noire qu'on a vu arracher. Je pense. Ouais, potentiellement. Ça va. Alors moi j'avais évoqué peut-être que ce serait peut-être un peu de... Quand en fait justement à chaque fois qu'il y a des petites imperfections dans la piste, on rajoute une petite bande. Là, ça semblait vraiment quelque chose de rajouter. Ça a l'air très élastique. Hein. Ouais. Ouais. Je pense que c'était ça, effectivement, d'autant que c'était placé pile derrière le vibreur, donc là où il y a la ligne blanche. Ouais, donc effectivement, ça pourrait être... Voilà, c'est le genre de débat. Malheureusement, vous l'avez remarqué, on vous en parlera toutes les semaines, j'ai l'impression, en fait, dans le Grand Prix. C'est-à-dire que et puis, le prochain Grand Prix, c'est en France. Là où sortir des limites de la piste est assez... et puis, la F1 a trouvé le problème pour régler le problème, la solution pour régler le problème des limites de piste. Ils font plus que des Grands Prix urbains où les murs sont très proches. J'allais dire... Heureusement, en 2030, il y aura 28 Grands Prix urbains par an, donc au moins on sera touché. Sauf qu'en fait, on dit ça, mais c'est faux, parce qu'à Jeddah, il y a quand même énormément de virages où il fait même à Monaco, je crois qu'il y avait eu un drapeau blanc et noir pour limite de piste à la chicane, je crois. Là, il faut quand même vraiment en donner du sien en termes de pilotage. Mais... Ah oui, bah on a des maestros. Hein. On a des rois du pilotage, donc à un moment donné, ils vont chercher les limites, bien évidemment. Mais, de piste. Oh là 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 là, c'est fantastique. Bon, pour revenir à Mercedes, du coup, maintenant qu'on a parlé de la pénalité de George Russell, malgré ses 5 secondes, donc il termine quand même à la 4ème place. Lewis Hamilton, c'est un week-end contrasté encore pour lui. Il s'en est passé des choses, il finit quand même sur le podium avec des plutôt belles perfs. Maintenant, je pense que vous lui demandez, avoir passé son samedi entouré des deux As, ça devait pas être ce qu'il avait prévu. D'ailleurs, c'est bien amusé avec Schumacher, en tout cas. Bah, c'était chouette. Ça rend son crash quand même. Bah oui, il y a le crash des deux en qualif. Hein. Des deux, ouais. Qui est quand même pas une bonne chose. Qui a coûté très cher parce que Mercedes a dit on a eu 4 millions d'augmentation de budget plafonné et on a dépensé déjà la moitié en réparant les deux voitures. Très emmerdant, ouais. Alors, Maxi Boubi qui nous demande tiens, je crois pas que ce soit un capteur, vu que c'est la roue intérieure qui compte, comment le capteur détecte quelle roue déborde? Bah, si on détecte 2, tu vois, du même axe, c'est que ça doit être. Maintenant, évidemment, il avait fait un 6 roues, mais ça me paraît quand même compliqué. Mais à mon avis, il doit y avoir un capteur qui doit compter le premier passage, et puis s'il y a un deuxième passage, ça doit pénaliser. Enfin, c'est peut-être. Voilà, ouais. Et sur un Mercedes, c'était un petit peu décevant en vitesse, mais quand même satisfaisant en tenue de gomme. On voit Hamilton, c'est presque surprenant à l'entendre, mais qui disait très content de dire ses médiums. Il a fait un long premier relais avec les médiums, on voit. Peut-être même qu'il aurait pu aller plus loin, qui sait. Et donc c'était il y avait du bien et du moins bien. Voilà, il s'attendait à être moins rapide sur une piste qui ne leur a jamais vraiment très réussi non plus, même si évidemment le règlement a changé cette année. Voilà, le prochain Grand Prix Paul Ricard, ça devrait être comme à Silverstone, voire mieux, c'est-à-dire une Mercedes plus rapide. Donc on a quand même l'impression qu'ils sont là pour capitaliser quand ça va bien et même peut-être un peu plus. Donc ils ont applaudi, 3e et 4e, on dit que c'est un super résultat. Évidemment, ça nous paraît bizarre pour quelqu'un qui débarquerait de l'an dernier en voyant cela. Mais bon, en tout cas, par rapport à ça, à 4, 5, 6 courses, ils commencent à prendre le dessus et c'est quand même rassurant pour eux. C'est ça. C'est vrai que, ouais. Après, c'était un peu plus décevant en termes de perf global, je trouve, parce qu'ils finissent quand même très très loin en course. Mais effectivement, de toute façon, il y a du mieux chez Mercedes, on voit que ça progresse. On a l'impression qu'ils ont admis qu'il fallait toujours, ils n'auraient pas la voiture parfaite tout de suite, parce qu'ils ont finalement passé le début de saison à chercher, on voyait qu'ils pouvaient tout résoudre d'un coup.
avant de se rendre compte que non, il y avait un problème à résoudre, puis un autre. Et donc, bon, il y avait un gros manque de vitesse de pointe ce week-end, spécialement chez George Russell, puisque avec l'aileron cassé, ils ont mis un aileron arrière qui n'était pas adapté. Et Toto Wolff a dit on a mis une porte de grange sur l'arrière de la voiture de George. Donc, forcément, c'était pas terrible niveau vitesse de pointe. Et c'est ce qui a coûté d'ailleurs à Hamilton beaucoup de temps, puisqu'il a eu du mal à se défaire des Haas, où il disait les Haas ont une vitesse de pointe folle. Donc en fait, c'est lui qui était plus lent. Et puis Russell a une bonne remontée quand même, hein, parce qu'il est certifié finition, mais aussi parce qu'Hamilton part au milieu des pelotons et Russell fait avoir sa course à être compromise dès le premier tour également. Ouais. Mais c'est pratique de courir en styrie au milieu des campagnes pour avoir une porte de grange, la trouver. C'est ça, c'est très rapide en fait, donc forcément. Tu n'as pas avec une NFT au coin d'un site. Effectivement, il termine loin Hamilton, mais il a passé je sais pas combien de tours avec les Haas, avec tout ça, donc voilà, c'était pas forcément simple, mais on est effectivement sur un peu plus de côté positif. Alors on demande dans le chat est-ce qu'il peut gagner le titre. Ça me semble quand même compliqué. Faut jamais. En fait, le truc, c'est que oui, d'accord, faut jamais dire jamais. Bon, enfin, vous pensez pas que Verstappen va commencer à finir 5e tous les week-ends ou. Enfin voilà, le problème, c'est que même si Hamilton commence à gagner quasiment tous les grands prix où il joue très régulièrement la gagne, il la jouerait contre Verstappen. Soyons clairs, le champion, c'est Verstappen ou Leclerc. Hein. Au bout d'un moment, il ne faut pas non plus se cacher de la face. Il va être bien le dernier Grand Prix de la saison quand Perez va être champion du monde. Quand il aura une Perez, oh bah écoute, je passerai pour un con, c'est pas grave, mais j'y crois pas trop pour l'instant. Et vraiment, parce que là, voilà, les deux sont quand même vraiment au-dessus de leurs équipiers et les deux équipes sont au-dessus des autres équipes. Donc en fait, il n'y a pas trop de solution. Il y aura toujours un moment à l'autre, surtout là, on va approcher quand même de la suite de la saison où les choses se distillent et clairement, les consignes vont forcément tomber. Plus tard chez Ferrari que chez Red Bull, mais dans tous les cas, ce sera toujours. Ce sera toujours un des deux qui sera là, parce que c'est les plus rapides. Je veux dire, au bout d'un moment, Perez n'est pas au niveau de Verstappen et Sainz n'est pas au niveau de Leclerc. C'est même pas, c'est pas méchant pour eux de le dire, c'est juste factuel. Je veux dire, il y a zéro doute. Donc le champion sera toujours un de ces deux-là. Il y a 80 points d'écart entre Russell et Verstappen au classement, mais seulement 5 entre Russell et Sainz. Donc c'est pas non plus impossible que Russell finisse, ou Hamilton d'ailleurs, finisse devant Sainz ou pourquoi pas Perez. Si toujours la fiabilité problématique chez Ferrari, ça oui, mais 80 points de retard, ça semble quand même beaucoup. Gagner quelques courses, oui, mais déjà. Et puis on parle de. Pardon Manu, on parle de fiabilité, mais Mercedes n'est pas non plus à l'abri. Enfin, ils n'ont pas eu de gros soucis depuis le début de saison. On arrive sur des grands prix, là, il va faire très chaud. Parce qu'il y a un Grand Prix de France au mois de juillet, il y aura le Grand Prix de Hongrie aussi. Ça va quand même être des choses où il risque de faire très chaud. Ça peut aussi. Voilà. Hamilton est le seul pilote pour le moment de la saison à avoir fini chaque Grand Prix. Voilà, c'est le seul. Donc c'est Mercedes qui a la voiture la plus fiable. Et avant, on se souvient que Russell avait fait une formidable série. Donc, sachant que Russell, son seul abandon, c'est un accident, c'est pas une. Voilà. Donc Mercedes, c'est l'équipe la plus fiable du plateau pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a des raisons que ça change? Faut pas espérer. J'ai vu dans le chat qu'on nous demande s'ils vont abandonner le concept. Non, je pense pas du coup, parce que ça commence à fonctionner. En fait, la voiture est vraiment. C'est ce que disait. C'est ce que disait Mike Elliott, le directeur technique. On va se donner un peu de temps pour évaluer les options, mais s'il croit en ce potentiel, etc., s'il commence à le faire marcher, il n'y a pas de raison, hein, a priori. À un moment donné, effectivement, avoir en 2021 une saison d'apprentissage entre guillemets, 2022, pardon, pour aller chercher le titre en 2023 avec le même concept, c'est pas déconnant. Et en fait, ouais, ils excluent pas de tester un concept à la Red Bull, mais ils pensent quand même que leur concept est viable. On a vu qu'il y a des avantages en plus, puisque lors de l'accident de Hamilton en latéral, les pontons n'ont absolument pas été touchés. Donc c'est vrai que c'est pratique, parce que vu que la voiture est plus fine, ça fait moins de dégâts. Donc il y a des avantages. C'est sûr que quand on n'a plus de pontons, forcément, on ne va pas les accidenter. mais ça aussi, c'est tout bête, mais ça nous a permis de voir que le côté justement protection simple, sans rajout de ponton, fonctionne évidemment très bien et que la FIA n'aurait jamais laissé la voiture prendre la piste s'il y avait un risque de ne pas offrir la sécurité nécessaire aux pilotes. Donc vraiment, c'était une confirmation. Après, ça reste, pour moi, Mercedes est toujours dans un no man's land, en fait, quoi qu'il arrive. Ils sont toujours loin de faire Red Bull et Ferrari. Ils ont de la chance parce qu'effectivement, ils capitalisent énormément. À chaque fois qu'il y a 2 abandons, un sur chaque équipe, ça fait tout, ça les aide parce qu'eux sont les 2 à l'arrivée, et souvent 3 et 4, mais en termes de rythme, ils sont encore loin. Donc, en France, peut-être que ça se rapprochera d'ici la fin de la saison. Ils reviendront dans le paquet.
Moi, je maintiens toujours qu'il y aura une victoire ou deux de Mercedes avant la fin de saison, ça j'en suis persuadé. Il faut pour que Hamilton maintienne sa stat d'une saison de victoire. Non, ce sera peut-être 2 victoires de Russell. On ne sait pas. Non. Oui. Non, j'ai tout vu. Il y aura consigné. Truc affreux, Russell, il mène le championnat face à Hamilton tout le long de la saison et dit non, c'est pas ton jour, désolé. Tu attendras. T'as attendu 3 ans pour marquer des points, tu vas pouvoir attendre un peu plus pour une victoire, c'est bon. Pas nous embêter. Mais bon, c'est au moins, on voit quelque chose de positif pour Mercedes, c'est bien depuis quelques Grands Prix. Esteban Ocon qui termine 5ème avec l'Alpine, c'est super, franchement. Super. De voir les 2 Alpines dans les points. Petite alerte sur du sprint, mais parce qu'il a dit qu'un tour de plus, il abandonnait. Ouais. Mais la voiture était fiable. En fait, c'était juste un petit souci, parce que la voiture était fiable parfaitement en course. Donc, il était très solide Ocon, et c'est ce qu'il recherche, des courses un petit peu discrètes, mais excellentes. Et c'est vraiment, ça fait penser presque au Lando Norris de l'an dernier, qui dominait le milieu de grille de manière assez aisée. Alors voilà, et d'ailleurs, on ne voyait pas vraiment Lando Norris, mais il faisait des gros points. Et là, c'est un peu pareil, Ocon, discret, mais excellent. Et Alpine disait en début de saison, on a privilégié la performance sur la fiabilité. Alors je veux dire, ça se voit, mais ça se paye, quoi. On a vu avec Alonso également, donc Ocon qui est passé tout près. Mais après tout, c'est leur pari. Ils disent on vise pas le titre. Les moteurs sont gelés pour la performance, mais pas pour la fiabilité. Donc c'est un pari qui peut se comprendre pour le moment. C'est malin, effectivement, de la part d'Alpine. Voilà, Ocon, c'est le genre de performance, évidemment, qui sera sous-coté par les fans, mais qui sera bien vu par les team principals qui, eux, savent analyser, justement, ce C'était son centième Grand Prix aussi, donc c'est une belle manière de le fêter. Voilà, la voiture est très rapide. Enfin, lui est très bon, et moi, j'en ai jamais douté, mais la voiture est très rapide. On voit que les évolutions fonctionnent très très bien chez Alpine, en fait, parce qu'ils ont mis longtemps à en faire. La voiture n'a pas trop évolué sur les 6 premières courses. Mais depuis Bakou, ça a évolué énormément, notamment dans toute la partie des pontons, qui ont d'abord pris une entrée d'air avancée et carrée, ensuite qui ont pris une espèce de gouttière un peu façon Ferrari, et qui là, week-end, il y avait un aileron arrière qui était revu, et à chaque fois, la voiture gagne en performance et se rapproche en tout cas, s'éloigne du peloton. Je trouve que là, pour le coup, c'était vraiment... La voiture était très performante, et surtout s'éloigne de McLaren. Donc, vu qu'ils sont revenus à la 4e place à égalité, on peut maintenant espérer sérieusement que Alpine fasse 4e du championnat, ce qui finalement serait très très bien compte tenu de la physionomie de la saison. Et c'est là qu'on peut se demander si Laurent Rossi a bien fait au début de saison de faire le ménage en virant tout ce qui pouvait se trouver virable. Voilà, parce qu'on est quand même un petit peu sur l'héritage de l'ancienne. On est quand même un petit peu sur l'héritage de l'ancienne direction, donc le vrai bilan arrivera dans quelques mois, je trouve, pour la réorganisation Rossi. Alors après, il y a quand même le directeur technique, par exemple, c'est Matt Harman qui a conçu cette voiture, qui est toujours là. Et puis, et malgré tout, je pense quand même que les changements en interne étaient justement déjà en action un peu avant, enfin en tout cas étaient en train de se faire, et que finalement les gens qui aujourd'hui sont à la tête de l'équipe et gèrent un peu différents départements étaient déjà en train de gagner en responsabilité avant que ceux qui sont partis ne partent. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça s'était passé chez Mercedes, on fait une lente transition et on démarre un cycle en achevant cette transition et en virant les gens qui étaient là avant. Mais c'est pas un pari qui est mauvais, dans le sens où effectivement des fois il faut aussi une fois qu'il y a un espèce de plafond de verre, il faut parfois rebrasser un peu le truc pour juste changer la formule d'exploitation de l'équipe, mais en ayant une formule technique qui est déjà en place, parce qu'encore une fois, c'est la recherche sur le nouveau moteur qui a été développé pour la nouvelle voiture. C'est quelque chose qui remonte à 3 ans. Le moteur est prêt depuis longtemps, en fait. Donc, la fiabilité dépend de l'intégration, et c'est pour ça qu'ils ont dit on va pas mettre la priorité sur la fiabilité. Mais dans l'idée, pour moi, c'est assez logique ce qu'a fait Rossi. Et pour l'instant, on peut lui donner raison. Alors, évidemment, ça sera à confirmer. Mais Ocon lui-même disait que l'équipe est vachement plus saine maintenant et qu'elle fonctionne très très bien avec les gens qui a à la tête actuellement, et que c'est quelque chose qui est très, très positif pour toute l'équipe. Et en pensant aux dirigeants d'Aston, on salue Gérard Lopez qui a réussi sa dernière affaire avec les Girondins de Bordeaux, qui l'ajoute à son palmarès. Doucement par contre Alex, parce que nous sommes pour parler très avancé avec Gérard Lopez pour qu'il reprenne d'ailleurs ma chaîne Twitch. Et pour vraiment avoir un projet d'avenir, donc s'il te plaît.
restons modérés, moi j'y crois à fond. Mais comme ça, on pourra la racheter pour 1 euro dans quelques années. C'est une bonne Exactement, il m'a proposé beaucoup de fonds d'investissement luxembourgeois qui se sont mis d'ailleurs là-dedans. Donc vous allez voir, ça va super marcher. Xanax qui dit il a d'autres clubs et Bordeaux était déjà coulé avant lui. Oui, mais les autres clubs ont coulé aussi. Enfin, à un moment donné, on appelle le fossoyeur dans le milieu, le garçon. Mais voilà, bon, alors Alonso qui fait 10ème, il aura encore connu un Grand Prix, si on prend l'événement dans sa globalité, qui aura été mouvementé, dirons-nous. C'était rigolo, la petite image de samedi avec les couvertures chauffantes, c'était mignon tout plein. Mais bon, ça fait quand même un départ. Les gens se sont vite emballés à dire « Oh mon Dieu, Alpine fait des erreurs de débutant et tout », alors que c'était quand même assez évident qu'il y avait un autre problème derrière cette voiture qui était encore sur les chandelles et avec les couvertures chauffantes. Parce que tu peux oublier la voiture sur les chandelles ou oublier les couvertures chauffantes, oublier les deux. C'est généralement qu'il y a un souci plus important. Et puis encore une fois, une voiture qui reste perchée comme ça, de manière totalement ratée, c'est une image qu'on ne voit plus vraiment dans les procédures les plus récentes. Donc, moi, ça m'étonne. Enfin, j'ai rapidement pensé qu'il y avait un problème, mais effectivement, la voiture était en rade. Mais... Xanax nous demande du coup, c'était quoi l'arrêt à la fin avec l'investigation. J'ai vu une vidéo, moi, effectivement, c'est que la roue avant gauche n'était pas fixée. Alors, en fait, il est ressorti des stands, la roue était fixée, mais il y a eu une casse. Alors, j'imagine que c'est une casse au niveau de la fixation, justement. Et en fait, au bout du 3e virage, la roue a commencé à vibrer. Et donc, lui, il a dit immédiatement, il faut que je rentre, il y a un problème. Et donc, il est rentré, l'équipe a vérifié, a changé la roue et tout fonctionnait, il est reparti. Et du coup, il y a eu une enquête, puisque, par principe, quand il y a une voiture qui circule avec une roue mal fixée, on fait une enquête. Sauf que là, du coup, Alpine n'a pas été puni parce qu'il n'y avait pas de roue mal fixée, mais c'était une casse et qu'au moment où ils s'en sont rendus compte, Alonso ne pouvait pas voir que la roue était détachée. Et l'équipe n'avait aucune idée que c'était détaché, puisque eux l'avaient bien fixé. Donc, pas de pénalité pour Alpine. Voilà. J'espère que tu as ta réponse, Goren. Si tu ne l'as pas, c'est que tu n'as pas dû écouter l'explication de Manu. C'était limpide, bien sûr. Mais bon, Alpine, ouais, c'est bien. Fiabilité quand même. Après, ça, c'est même pas... Ça, pour le coup, c'est pas fiabilité Alpine, c'est des pièces standardisées de la FIA. Donc, c'est probablement... Alors, c'est soit un tour de... Soit un couple qui était mal réglé, soit une pièce qui a cassé, mais là, ça n'arrivera avec la fiabilité Alpine. Les accablons pas. On a vu une belle bataille quand même avec Alonso, les Haas, Lando Norris, un peu tout le monde. Là, c'était vraiment chouette. Bataille à 5, cette belle petite bataille à 5. Et puis, en parlant des Haas, Mick Schumacher, depuis 2 courses, il est très très bon là. Alors moi, j'ai envie de dire chais, parce que ça fait 1 an et demi que je dis que Schumacher est très bon. Et je suis très content de voir qu'il a exactement le déclic qu'on attendait qu'il ait, en fait. C'est toujours en milieu de saison et la 2e saison. Alors certes, ça fait long, ça peut faire long, mais en fait, à la fin, si ça fait un très bon pilote, pourquoi pas. Et comme le dit Nikita Mazepin, les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est vrai que celle-là, elle est savoureuse maintenant. Non, mais à un moment donné, voilà, après, c'est le souci, en fait, si tu veux, Manu, c'est que oui, Schumacher a besoin d'une saison et demie, tu vois, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il arrive déjà sur 72e Grand Prix, voilà, bon, effectivement, on aurait été en droit d'attendre des bons résultats plus tôt, quoi. Dans 4 courses, il égalera Niki Lauda, enfin, c'est le bordel. Mais... c'est ça, si tu veux, bon, voilà, il va dépasser Jackie Stewart, Alberto Ascari, Ron Manuel Fangio, bon, il a fait qu'une fois 6e, c'est pas non plus. Schumacher semble un pilote qui, contrairement à d'autres, quand on le met sous pression, et avec Steiner qui quand même faisait plus que sous-entendre, je dirais, eh bien, réagit très bien à la pression. J'ai l'impression que c'est ça qu'il lui faut. Et d'autant plus que moi, j'ai aussi noté au sprint, on peut revenir sur cette mésentente qu'il y a eu, même plus que mésentente qu'il y a eu entre les 2 pilotes, ou plutôt entre Schumacher et son équipe, puisque donc Schumacher était menacé par Hamilton, il avait devant lui Magnussen et donc juste derrière Hamilton, et donc il a demandé à l'équipe, s'il vous plaît, dites à Magnussen de ralentir un peu pour le modèle de DRS, comme ça je peux résister à Hamilton. L'équipe n'a pas transmis ce message, ou en tout cas trop tardivement, je crois, à Magnussen. Et Schumacher était vraiment très très énervé contre son équipe à la sortie. Et ça tranche aussi avec peut-être son côté un peu lisse, le gentil garçon. Alors c'était pas difficile d'avoir cette image face au fils de Dimitri Mazepin l'an dernier, mais il a aussi tranché avec cet aspect. Voilà, j'arrête d'être le petit gentil garçon et je dis à mon équipe, non, j'en ai marre, je tape du poing sur la table. Donc il y a aussi peut-être cet aspect, alors, qui existait sûrement avant, mais qu'on a vraiment vu ce week-end dans Schumacher, bad guy, je me rebelle un petit peu. Alors ensuite, il est revenu un petit peu à froid sur ses déclarations, etc. Mais voir un chemin un peu moins lisse qui attaque, etc., je pense que c'est dans l'ensemble une bonne image qu'il
qu'il a envoyé ce week-end. Et voilà, encore quelques Grands Prix comme ça, il sera sans doute plus menacé pour l'an prochain. Bon, moi, je pense qu'il est assez intelligent, voire très intelligent, et je crois qu'en fait, tant qu'il était pas irréprochable, il ne faisait pas de commentaires envers l'équipe parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient de sa faute. Aujourd'hui, il commence à faire des Grands Prix qui tiennent vraiment debout. Ça fait 3 week-ends où il est parfait et où il fait vraiment des choses. Enfin, encore une fois, au Canada, il est dans les points quand sa voiture lâche. À Silverstone, il fait des points, et en Autriche, il fait des points 2 jours de suite. Non, il finit 9e pardon, du sprint, donc il ne fait pas des points 2 jours de suite, mais il fait des points et il fait son meilleur résultat le dimanche. Et surtout, on sent qu'il a un petit peu débloqué quelque chose et que maintenant, il comprend comment gérer une course et il comprend ce que l'équipe peut lui apporter et ce que lui peut apporter à l'équipe. Et je crois que ça va vraiment changer la physionomie chez As, et à mon avis, sa progression va être d'autant plus importante par la suite de la saison que aujourd'hui, il a compris comment faire, il a les clés, ça y est, et il va pouvoir appliquer ce qu'il a compris. Donc, ce qui veut dire que il va comprendre aussi son rôle vis-à-vis de Magnussen. Il va commencer à prendre le rôle de leader, parce que moi, je reste persuadé que là, il est quand même maintenant au niveau des chronos, il est quand même très proche, voire devant Magnussen, en termes de performance. Donc, comment ? C'est l'avenir aussi. Bien sûr. Et je crois qu'il a arrêté de se mettre une pression inutile. En fait, Steiner disait le problème de Mick, c'est qu'il se mettait en plus la pression que ce que nous, on lui met. Et en fait, ça le perdait grandement. Et là, aujourd'hui, il a arrêté de se mettre cette pression. Maintenant, il est conscient de ce qu'il fait. Et la seule pression qu'il aura, c'est celle du résultat quand la voiture lui permet. C'est-à-dire ce qui est le cas depuis 2 semaines. Donc, c'est d'autant plus important que, pour moi, sa place est déjà quasiment sauvée parce que les progrès qu'on attendait de lui sont là. On sait que maintenant, il va aller que en progressant. Et la radio de Steiner après la course était dithyrambique avec beaucoup de remerciements et beaucoup vraiment de plaisir de voir un Mick Schumacher performant qui ramène encore une fois le 2e meilleur résultat de l'équipe cette année et puis son meilleur résultat en carrière. Donc pour moi, le plus dur est derrière et je pense qu'on va commencer à assister à un Schumacher de la même manière qu'en F3 et de la même manière qu'en F2 qui va être implacable à partir de maintenant puisque c'est ce qu'il a toujours fait. À partir du moment où ça se met à fonctionner, il est vraiment redoutable et je pense que là, il va devenir redoutable et que la 2e partie de saison, une fois la pause, avec le temps de se reposer, de digérer un peu tout ce qu'il a appris en début de saison, ça va être vraiment quelque chose et je le vois finir très nettement devant Magnussen en fin de saison. Et je vois dans le chat, je finis avec ça, la As a pas mal progressé, ce qui est paradoxal puisqu'elle n'a pas évolué. Mais effectivement, l'équipe semble mieux la comprendre. C'est vous qui arrive dans 2 ans. Peut-être qu'en fait, le Schumacher résiste très mal à la pression, mais Steiner a reçu un appel de Binotto en disant mais tu arrêtes tes bêtises, il reste l'an prochain et l'année d'après, et c'est ça qu'il a sajoué. Et d'ailleurs, c'est sur ce que tu disais sur les évolutions de Haas, il faut faire la comparaison avec AlphaTauri qui n'a toujours reçu aucune évolution et qui recule. Donc c'est vrai que, et on donne raison à Gasly aussi, AlphaTauri c'est une des seules équipes qui n'a pas eu d'évolution et donc qui stagne, etc. C'est la catastrophe et Gasly a fait des commentaires très alarmants. Mais d'un autre côté, il y a quand même le contre-exemple As qui montre que c'est possible sur certains Grands Prix très limités de briller. C'est Manu qui fait rappeler cette stat, c'est 19 points de course, alors ça avec le sprint, mais surtout le dimanche, contre 15 sur les 9 premières courses de la saison. Voilà, et quelque part, ça valide aussi leur pari de concentrer les courses quand il faut, parce que voilà, on n'a pas le budget, on n'a pas les sous, ben on va pas faire les idiots, on va faire avec ce qu'on peut et on priorisera les éléments. Donc ça valide quelque peu cette stratégie de développement de low cost, voilà. Et c'est aussi AlphaTauri doit pas seulement prendre pour excuse l'absence d'évolution pour justifier les week-ends catastrophes. Il y a d'autres problèmes. Et on parle beaucoup effectivement de Mick Schumacher, mais voilà, on salue aussi Kevin Magnussen, les deux étaient très solides, les deux sont bien battus, et c'est ce qu'il faut évidemment pour une équipe comme As, et quand on sait, en plus, quand on voit leur saison, notamment en 2019, où la voiture évoluée n'était pas meilleure que la voiture non évoluée, là au moins ça progresse, en plus sans évolution. Maintenant, on va attendre de voir justement ces grosses évolutions qui arrivent. Il y a quelques ingénieurs Ferrari maintenant qui ont rejoint le bateau, donc ça devrait être un peu plus facile, mais bon, c'est le risque, mais en tout cas ici on a réussi à comprendre un peu mieux la voiture, ce qui est positif et ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques saisons. Une petite chose pour finir sur As, ils ont marqué autant de points en 11 courses cette année que lors des 3 dernières saisons réunies. Donc ça montre qu'ils sont sur une autre planète de ce qu'ils étaient avec la même voiture qui n'évoluait pas pendant 3 ans et qui était une catastrophe. Ouais, là c'était quand même bien mieux. Chez McLaren, écoutez, on fait 7 et 9, double arrivée dans les points. Lando Norris, moi j'ai trouvé qu'il était vaillant le gaillard quand même, c'était encore une comme toujours, une course de Norris, voilà.
c'est vraiment, vraiment une course habituelle. Ricciardo, on voit du mieux ou pas? Parce que moi, c'est la... Ben, c'est comme d'hab, il y a 2 courses de mieux, et puis derrière, bof, quoi. Enfin, à Silverstone, on avait parlé de ces 2 secondes et demie qui se prend en qualif. Là, il prend que 3 dixièmes, mais en même temps, 3 dixièmes sur un circuit qui fait 1 minute 5, c'est beaucoup. Et puis, globalement, il est inférieur, et globalement, il a toujours des problèmes. Alors, il dit oui, je résous les problèmes les uns après les autres, et ça va mieux, tout ça, mais le fait est qu'il est loin de Norris, quoi. Là, il est tout le week-end pas très loin, mais il est toujours un cran en dessous, et puis... c'est compliqué le problème de Ricciardo, ce qui est dans cette spirale un peu infernale où il n'arrivera pas à s'en sortir et où en plus il a l'impression qu'il monte parce que tu as l'impression que les 3/4 des pilotes qui ont la super licence veulent le remplacer. Donc forcément, Piastri apparemment voudrait. On parle des pilotes en IndyCar, Herta et Howard. On parle d'autres pilotes que McLaren pourrait recruter. En fait, on a l'impression qu'aujourd'hui tout le monde voit un autre pilote que Ricciardo à la place de Ricciardo parce qu'il ferait mieux ou il coûterait moins cher. Comme on disait la semaine dernière en exagérant, un Latifi finalement ferait des moins bons résultats mais rapporterait de l'argent au lieu de faire des résultats médiocres et de coûter 20 millions à l'année. Donc c'est un peu compliqué. Et puis McLaren paye sa voiture qui n'est pas bonne. Enfin, elle est bonne sur certains circuits, mais elle est incompréhensible cette voiture. Ils n'ont toujours pas compris, après 11 courses, comment régler certains problèmes, notamment certains problèmes d'adhérence à basse vitesse. Et en plus, là, ils ont eu des gros problèmes de fiabilité qui n'ont pas aidé, puisque la seule séance d'essai libre avant les qualifs, les voitures n'ont quasiment pas roulé. Donc, en fait, ils ont appris tout le week-end avec 1 heure de retard sur tout le monde. Ce qui fait qu'ils ont appris des choses en qualif pendant que les autres les apprenaient en EL1, et ils ont appris des choses une séance plus tard tout le long du week-end. Et finalement, le fait de remonter et de marquer des points est déjà assez bon par rapport aux 15e et 16e places après les qualifs. Très clairement, alors, Rallye 50 nous demande Gasly chez McLaren. Non, Gasly a signé pour AlphaTauri 2023. C'est prévu, ça reste comme avant. Donc, bon, ça sera compliqué pour lui. Maintenant, ouais, McLaren, je sais pas, c'est un choix difficile qu'ils ont, là, effectivement. Parce qu'il y a, comme tu le dis, pléthore de candidats, mais en même temps, est-ce qu'ils sont tous vraiment viables? Est-ce que je pense que c'est pas simple. Ils savent ce qu'ils ont avec Ricciardo, ils savent pas ce qu'ils ont avec d'autres. Mais pour moi, un deal. Après, en fait, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'ils peuvent, c'est est-ce qu'ils y arriveront, puisque Ricciardo a toute l'attitude pour gérer le contrat comme il veut. Si Ricciardo dit je ne bouge pas, il ne bougera pas, parce qu'en fait, c'est lui qui a toutes les clauses, et il peut cachetonner une année de plus à 20 millions avant de partir et se faire virer comme un malpropre. Donc, ça dépendra de lui. Après, est-ce que McLaren ne peut pas essayer de l'envoyer en IndyCar en rajoutant un pilote, en prenant un autre pilote en F1? Est-ce qu'ils peuvent faire un deal avec Renault pour avoir Piastri? Est-ce que... Il y a beaucoup de choses, c'est des rumeurs, mais ça s'empile un peu, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a volonté chez McLaren de faire bouger les rangs, et volonté, notamment chez Weber et Piastri, de faire le forcing chez McLaren, puisqu'apparemment, ils auraient eu une offre de Williams. Donc, on rappelle que Mark Webber est le manager d'Oscar Piastri, et ils ont eu une offre de Williams qu'ils ont pour l'instant mis en stand-by pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de se faufiler chez McLaren. Donc, je me demande Ricciardo n'est pas en odeur de sainteté. On se demande aussi si Piastri serait libre de rejoindre McLaren avec son contrat avec Alpine. Enfin, j'ose espérer que chez Alpine, on a quand même verrouillé cet aspect-là. Après, je pense. Du contrat. Oui. De toute façon, le pilier du projet McLaren, c'est Norris. Je veux dire, il est là jusqu'en 2025, 2027 même. Non, 2025, lui. Et de toute façon, il n'a pas l'intention d'aller ailleurs. Ça se passe bien. C'est le leader incontesté dans l'équipe. Piastri, ce serait un très bon jeune pilote, mais après, Alpine aurait juste à dire non, nous on vous le prête, on vous le donne pas. Enfin, on vous le vend. Donc, après, ça c'est à McLaren, mais bon, McLaren, je pense qu'aujourd'hui, ils préféreront toute solution qui ne leur coûtera pas 20 millions à l'année, honnêtement. C'est vrai que c'est des millions qu'ils pourraient utiliser autrement. Varie Cross qui dit pour McLaren, ça aurait été bien d'avoir un Grand Prix de Styrie après le Grand Prix d'Autriche. C'est quoi, soit l'année où on double pas l'Autriche, c'est l'année où ils sont en retard. C'est effectivement assez... Mais si, on a eu 2 courses ce week-end. Oui, en plus, oui, c'est vrai, on a déjà eu 2 courses. Pourquoi en vouloir 3 au total? C'est assez compliqué. 2 week-ends de suite en Autriche avec 2 sprints. Le Blizzard qui nous dit ça parle d'un prêt avec somme d'argent donnée par Alpine à McLaren. Je suis pas sûr, quand même. Ce serait plutôt la question, c'est que on se rappelle que Mercedes veut se débarrasser d'un de ses clients. McLaren a toutes les infos, enfin après ils n'ont pas toutes les infos sur le bloc Renault parce que c'est un nouveau bloc, mais ils ont déjà collaboré avec Renault. Est-ce que ça n'aurait pas du sens de repartir chez Renault? Parce que de toute façon, la voiture va forcément changer. Chez McLaren, il y a beaucoup de problèmes techniques.
est-ce qu'ils n'auraient pas bon compte à changer de motoriste au passage, tu vois? Donc, c'est clairement une hypothèse qui tient debout et qui commence à enfler en termes de rumeurs. Maintenant, Parce que là, ça dépend toujours de Ricciardo. Si Alpine donnait de l'argent en plus, ils se feraient enfler. Bonjour, on a une pépite, on vous le donne, mais en plus, on vous donne du fric. Moi, je suis désolé, imaginez, prenez le cas, voilà, je vais au restaurant, et on me dit, goûtez cette soupe, elle est délicieuse, et en plus, si vous la prenez, on vous donne 10 €, monsieur. Rendez-vous compte. Elle est sucre. Je viendrai avec des doutes. McLaren qui dit à Alpine, écoutez, on vous donne Ricciardo, on vous donne de l'argent, mais prenez-le. C'est ça, voilà, c'est ça. Ricciardo, il nous fait un boulot, mais vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il fait, vraiment. Il sera une pépite pour vous et on vous donne 20 millions. Vraiment, mais c'est un deal, vous pouvez rien faire, quoi. Donc, un peu s'y connaît déjà. Ça me paraît très fou, quoi. On dit souvent quand c'est gratuit, c'est vous le produit, mais enfin, si on vous donne de l'argent en plus, là, commencez à vous inquiéter. Donc, je suis pas sûr de la véracité de cette rumeur. Après, ça reste la Formule 1, vous savez, hein, on n'est pas à l'abri d'une autre surprise. Chez Alfa Romeo, ça redevient un peu... ça peine un peu compliqué, là. 11e pour Bottas et 14e pour Guan Yu Zhou, qui, en plus, a eu le souci en sprint. Ouais, Joe est associé au sprint et Bottas partait des stands. Donc, la course n'est pas mauvaise, le rythme est toujours bon, mais encore une fois, ils payent leur fiabilité désastreuse. Et Bottas a pas eu voix au chapitre ce week-end. Il finit quand même dans le top 8 du sprint, donc il marque un point. Non, il finit. Il finit 10e, pardon. Donc il marque pas de points, mais bon, le rythme était là où ils sont habituellement, hein, c'est-à-dire au milieu du peloton. Après, le peloton bouge beaucoup cette année et ils sont de temps en temps devant, mais c'est vrai que on voit que là, Haas et Alpine étaient beaucoup trop forts et même McLaren pour eux. Donc, avec un commentaire de Bottas qui est inquiétant pour Alpha et qui est rassurant pour Williams, qui a dit que j'avais les mêmes rythmes que Albon. Alors parce que Williams avait ses évolutions qui ont bien marché, mais aussi parce que ce n'est pas extraordinaire sur l'Alfa Romeo non plus, avec aussi des problèmes de fiabilité du côté de Bottas liés au moteur Ferrari. Donc oui, ça reste plutôt décevant pour Alpha, qui est maintenant vraiment décroché par Alpine. Il y a un moment où c'était devant, et maintenant qui est vraiment loin derrière Alpine. 30 points, je crois. Comment ? Il y a 30 points entre les deux, je crois, maintenant. Ouais. Et puis en fait, As n'est plus très loin, ils doivent être à 17-18 points. Enfin... 17 points, ouais. Oui, ça sera. Et en plus, As a dit, nous, on veut la 6e place au championnat, donc clairement, c'est leur but. Ils sont audacieux, c'est bien, ils sont ambitieux, c'est chouette. Pour l'équipe américaine, chez Williams, effectivement, c'est quand même assez rassurant. 12e place pour Alex Albon, qui aussi n'a pas connu un week-end tranquille. C'est pas mal cette évolution. Non, une bonne évolution. Albon était très content. Il fait sa co-meilleure qualif de l'année. Il était dans le top 10 en course pendant très longtemps avant de se faire dépasser par Bottas et Alonso. Il disait voilà, on avait le même rythme que. Alors lui, il parlait des voitures du milieu de grille. Voilà, ils ont dépassé les Aston, je pense, avec cette performance. Donc c'est plutôt c'est une évolution qui fonctionne. Chez Williams, alors on est d'accord, ça ne les propulse pas tout de suite dans le top 5, mais ils ont décroché Aston et AlphaTauri pour aller jouer. Albon disait on a le même rythme que les McLaren. Voilà, c'est l'équipe avec laquelle il faisait la comparaison. Donc c'est bien cet optimisme chez Williams. Voilà, ça fait plutôt plaisir. Et voilà, faut voir la Tiffy qui était très très loin sans évolution. Alors les mauvaises langues diront que même avec la même voiture, elle était très très loin, mais ça montrait quand même un contraste certain. Donc ça semble prometteur, même si évidemment il y a beaucoup de travail encore à battre chez Williams. C'est ça, mais au moins voilà, il y a du côté positif depuis 2 saisons, donc c'est quand même quelque chose de très bien pour cette équipe qui avait touché le fond en 2019 et 2020. C'est très bien de pouvoir se relever comme ça. Abandon pour Nicolas Latifi, maintenant que c'est devenu le héros de tout le monde à Silverstone, obligé au moins de le signaler, bien évidemment, puisqu'il a validé sa place en F1 pour les 6 prochaines saisons, après sa qualif en Q3. Chez Aston Martin, on a Lance Stroll qui termine 13e, Sébastien Vettel qui a été victimisé de toutes parts, et qui en plus a pris une pénalité de 5 secondes pour dépassement des limites de la piste. Week-end compliqué pour le pilote allemand, qui avait un casque spécial. Oui, non, il en a à chaque course. Mais par contre, tout n'est pas acheté dans son week-end, puisque son hôtel à abeilles a été un vrai succès, et apparemment, il y a énormément d'abeilles qui habitent dedans, celui qui est monté l'an dernier avec une classe de primaire, donc
Écoute, au moins, ça marche pas en piste, mais ça marche très bien en dehors de la piste. C'est bien, au moins, voilà, c'est déjà quelque chose de positif. C'est parce que le Red Bull Ring est un nid de guêpes, hein, c'est pour ça. Exactement. Mais là, ouais, en piste. Mais on peut quand même souligner que Lance Stroll, alors on va dire du bien de Lance Stroll, c'est qu'il a fait je trouve qu'il a fait un bon premier relais en médium en allant très loin, avec une tenue qui était pas mal, et c'était le premier pilote qui était sur la stratégie à un seul arrêt, enfin à ne pas s'arrêter en première moitié de course. Donc ce relais en médium n'était pas dégueulasse, voilà, le reste il était, mais pour le reste ça... Je suis pas surpris, Stroll a toujours été bon avec sa gestion de pneus. En usure de gomme, oui. Ouais, c'est peut-être. Mauvaise langue diront. C'est parce qu'il va pas vite, mais. Alors, encore une fois, les mauvaises langues. C'est pas parce qu'on a pensé tous les deux qu'on est des mauvaises langues. Non. C'est pas le cas. Non. En plus, il est capable. Moi, j'ai été son défenseur, il est capable d'aller très vite et de gérer ses gommes. Mais après, là, c'est vrai que bon, c'est un peu mieux que ce que c'était en début de saison, mais c'est quand même pas ça. Et c'est vrai que quand Vettel est un peu out chez Aston, on sent qu'il n'y a vraiment pas de chance de viser les points, quoi. Enfin, en gros, si Vettel n'est pas dans le coup, là, Aston n'est pas dans le coup. Ce qui m'étonne chez Aston, c'est que chez As, là, très clair, on a mis une évolution, on passe à l'an prochain. Il y a d'autres équipes qui assument totalement de passer à l'an prochain. Et chez Aston, écoutez le Mike Crack, on ne sait pas toujours, on hésite. On dit, ce serait dommage de sacrifier cette saison 2022. Qu'est-ce qu'ils veulent ne pas sacrifier? La saison, elle est pourrie. Non, Alex, non, en fait, il hésite simplement parce que ça dépend du temps que ça prend pour développer les photos. Parce que vous savez, quand vous avez des photos, c'est quand même des fichiers de très haute résolution, donc après, il faut d'accord. aller chercher. Tu sous-entends quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Au moment où ils auront tous leurs clichés de la saison, ils pourront décider ce qu'ils font de cette voiture. Cette indécision, elle est déjà peut-être en train d'avoir des répercussions sur l'an prochain. Mais vous allez voir, du coup, ils ne sauront pas ce qu'ils font pour 2024. Donc... Pour citer Laurence Stroll, vous allez voir l'an prochain. Si vous êtes déjà jaloux de nos résultats, pourquoi on devrait attendez de voir ceux de l'an prochain. Non, mais ce discours, on va quand même pas sacrifier 2022. Ok. Ouais, c'est un PTSD de 2008 quand il était chez BMW et qu'ils ont sacrifié 2008 pour 2009. Là maintenant, ils disent putain, on va peut-être gagner des courses en fin de saison. Il faut être cohérent et passer à autre chose. Ouais. Ils sont toujours en pleine phase de transition avec leur nouvelle usine, mais toujours ce problème de haut management chez Aston Martin. C'est ça le souci. Nitra me dit s'il rigole de nos performances cette année, attendez l'année prochaine. Peut-être parce que Mike Rack craint qu'à chaque mauvais résultat, Lance Stroll le vire, lui et sa famille, donc peut-être qu'il stresse pour ça aussi. Ils vont être retrouvés plongés dans le lac près de chez Aston Martin avec des blocs de béton accrochés aux jambes. La police parle d'un suicide. Bien parce que là, ils ont quand même marqué 18 points en 11 courses. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux ne pas sacrifier, quoi. Enfin, c'est moins que As en 2 week-ends. Ouais, on ira peut-être chercher AlphaTauri qui n'est que 9 points devant nous. Ouais, bah, les gars, il vous fera quand même 6 courses pour marquer 9 points. Ouais, mais c'est ça qui est dramatique, justement. Et on va évoquer AlphaTauri, qui est notre dernière équipe, ce qui est quand même une tristesse absolue. C'est là qu'ils ont 9 points d'avance sur Aston Martin qui est au fond du trou. Mais AlphaTauri n'est pas bien mieux, en fait. C'est ça Surtout, AlphaTauri, c'est hormis les 10 points de Gasly à Bakou, sinon il y a eu au total 11 points en cette course en fait de marquer. C'est vraiment grave parce qu'ils avaient marqué 16 points en 4 courses et là depuis ça a été 0 pointé, 1 point, 0 pointé, 10 points à Bakou et c'est Canada, Silverstone, Autriche, c'est 0 points à chaque fois quoi. Donc, je trouve que ce week-end, il était. Alors, Silverstone, c'était quand même Tsunoda qui rentrait dans Gasly, alors qu'avec les circonstances de course, il y avait peut-être moyen d'aller accrocher des points. Donc, c'était ridicule, mais là, c'était plus déprimant que ridicule parce que ils ont l'impression qu'ils sont dans une impasse totale avec cette absence d'évolution. Gasly l'a dit, il y a un cri d'alarme, il a dit ça ne peut pas durer comme ça, il faut même qu'on reparte à zéro, une absence d'évolution. On a une évolution, le directeur technique Eggington qui a dit elle arrive, on fait tout pour qu'elle soit prête pour le Grand Prix de France. Alors, ça veut dire que c'est pas tout à fait 100% sûr qu'elle soit pour le Grand Prix de France. Et quelle sera cette évolution? Sera-t-elle importante? Va-t-elle fonctionner? Voilà. Donc, il y a ces facteurs-là d'être dans une impasse. Pour AlphaTauri, on l'a dit, l'absence d'évolution, ça n'excuse pas tout. CF As qui réussit quand même à faire des beaux grands prix, des beaux week-ends, voilà. Et il y a aussi des facteurs, non pas structurels mais conjoncturels, c'est que Gasly, et on l'aime beaucoup, c'est un pilote très talent, mais a un peu fait n'importe quoi ce week-end.
en sprint. Un crochage, il n'a pas été pénalisé, mais c'est un petit peu douteux sur Hamilton. Et puis, dépassement de limite de piste. Et puis l'accrochage avec Vettel qui a dit c'est comme s'il avait mis une cible sur moi, ça arrive à tous les pilotes. Mais bon, quand c'est un week-end sans, là au moins c'était du début jusqu'à la fin. Au moins les pilotes ils veulent de la constance, là il était servi. On aura du poste qui veut dire une porte de grange peut-être comme évolution. Ils vont amener un package, ça va être un aileron avant. On aura que celle-là, après on passe à 2023. On a changé un flap. Voilà, et là c'est bien. Par contre, vous pourrez voir toutes nos autres pièces sur la RB18 à partir du Grand Prix de Belgique. C'est ça. Ils vont venir. On a changé le flap avant droit de l'aileron avant. Et vous étiez pas sûr de le produire pour le Grand Prix de France? Ah non, mon travail à 100 à l'heure pour les nouveaux paquets de Red Bull, mais vous pouvez pas savoir. Nous prend un temps fou. Et dans 5 courses, on changerait un sticker de place et là, vous verrez vraiment de quoi on a changé les casquettes dans l'équipe. Pour arriver avec une vraie Red Bull, ils vont dire non, mais regardez, c'est pas la même voiture. On a changé d'équipementier pour le VET. Ah bah non, attendez. Non, ils vont arriver avec ils vont arriver avec une Red Bull, on va dire mais non, pas du tout, on a copié Aston Martin en fait. Le téléphone arabe de la Formule 1. Tout le monde va avoir une Red Bull, mais ce sera à chaque fois copié sur une voiture. Ça va être extraordinaire. D'ailleurs, rassurez-moi, AlphaTauri, il s'habille bien en AlphaTauri quand même, rassurez-moi. Hors Grand Prix, après, je crois que c'est pas AlphaTauri qui fait le merch. Mais merde. Yacine Tousso, il dit on a acheté une Arose de 2002 pour faire des simulations. La Rose de 2002 qui aura servi à 17 équipes sur 4 décennies. Incroyable. Est-ce qu'on aura utilisé sur l'année suivante l'argent pas dépensé, des budgets capés? Ce qui va arriver avec 300 millions l'an prochain, je peux vous dire que là, ils vont jouer le titre. Ça va être quelque chose. Ils font des économies depuis 3 ans. C'est ça. Ils ont tout pensé sur un livret A de... L'an prochain, ils ont le budget qu'avait Mercedes l'an dernier. Gina, il va arriver, et on va dire, mais non, mais c'est pas possible ça. Ah, bah dans ma poche. c'est con. Voilà. Enfin, on va réinjecter un peu en NASCAR, et puis voilà. Le reste, c'est bon. On va développer, comment les next-gen sont toutes pareilles. Bon, écoutez, on va créer des machines-outils. Voilà, c'est ce que je vous dis. Ça va être quelque chose. Mais bon, c'est quoi une femme qui dit AlphaTauri a quand même fait la technique Williams, ça a enlevé la peinture blanche de leurs ailerons. Ça, tout le monde le fait, hein, parce que regardez l'Alpine. L'Alpine, elle est toute noire. Le haut est noir. L'aileron arrière, il y a un pauvre logo de BWT, mais sur le côté, c'est noir. Donc, toutes les équipes le font, en fait. Et pendant ce temps-là, Red Bull, il rajoute des logos, il rajoute tout ce que tu veux, et on a encore perdu 27 kilos cette semaine. La voiture fait 512 kilos à sec. On en rajoute du ballast. Ils sont allégés malgré les gros logos Bibit, mais je sais pas où j'allais avec cette vanne. Donc. Non, mais non, mais tu as raison, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas cité Bibit dans aucune de nos émissions. Ça fait longtemps, ouais. Donc il fallait remettre l'église au milieu du village. Bien évidemment. Le Bibit est le plus proéminent. Merci, c'est tout ça. J'aime bien. Ce serait fort. Mais il devrait. Vous savez, comme le BWT sur la Racing Point, il y a 2 ans, tu mets le Bibit qui s'étale comme ça sur toute la carrosserie, ce serait absolument merveilleux. Je crois que ça, c'est. Oracle ne serait pas content parce que c'est eux qui ont payé. Tu les mets tous en diagonale. Voilà, tu te démerdes et puis ça fait. Ils te diraient encore que c'est une livrée révolutionnaire, parce que rappelle-toi qu'en 2014, ils ont dit oui, on a une livrée incroyable qui arrive, ils ont juste basculé un logo, ils ont fait regarder. C'est révolutionnaire. Oui, ils ont mis le Red Bull sur le côté, ils ont fait clic. Alors sur Photoshop. La livrée Williams, non, qui était censée être jamais vue aussi cette année. Ouais, il y a une couleur qu'on n'a jamais vue, il y a du rouge. Bon, bah du coup, comme maintenant la moitié de la Williams est en carbone, il n'y a plus vraiment, mais c'est un peu... Elle a du rouge, oui. C'est un peu compliqué. Putain. Ça y est, donc allez-y, le chat qui évidemment nous fait des blagues sur Bibis, c'est donc un très bon moment pour nous quitter, messieurs. Ça veut dire que c'est la fin. Bon, gardez-les pour jeudi, vos vannes, bien évidemment. Car on se retrouve jeudi soir à 20h30 pour le Racing Café. Mon petit doigt me dit que vous ne voudrez certainement pas le louper, celui-là. Bien évidemment, je reprends mon air sérieux parce qu'il se passe des choses absolument intolérables dans le YouTube game, dans le Twitch game, dans le tout ce que vous voulez game français de la F1. Ça devient absolument scandaleux et à un moment donné, on ne peut pas laisser passer ce genre de propos qui sont tenus par diverses personnes sur les réseaux, bien évidemment. Donc, on va se retrouver évidemment jeudi à 20h30 pour le Racing Café.
parce que le Racing Café est quand même bien mieux que n'importe quoi d'autre, bien évidemment. Le Racing Café du 14 juillet, là, ça fait l'artifice, hein. Là, on vous dit, ça va être quelque chose. Mais La patrouille de France. Et on se retrouvera avec le Grand Prix de France dans 2 semaines, justement, mardi 12 et 14, ça fait 12 et 14, 30 jours, tiens, 4 jours. C'est donc le 26 juillet, on se retrouvera pour le Grand Prix qui reviendra sur le Grand Prix de France au Castellet. On espère que ça vous a plu, cette émission qui revenait sur le Grand Prix d'Autriche. Merci Alex, merci Manu d'avoir toujours été aussi extraordinaire. Vous allez voir, il y aura un roulement merveilleux pendant toutes ces prochaines émissions. On a fait un planning organisé. Oh, vous n'allez pas être déçus. On a un planning sur 3 émissions. Enfin, c'est fou ce qui se passe là. C'est absolument. Et après, dans le chat, on va demander de la constance parce que c'est pas les mêmes avis, comme avec les directeurs de course. Ouais, on lit pas les mêmes choses d'une semaine à l'autre dans le chat. J'aime pas ça. Moi, j'aimerais un chat beaucoup plus lisse, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir été là, les amis. On se retrouve jeudi 20h30 pour le Racing Café et dans 2 semaines pour le Grand Prix. Ciao. Au revoir. Bye bye.